Bonsoir à tous et bienvenue au Rendez-nous, le rendez-vous hebdomadaire. Je suis Bépétous. Moi, c'est Bad Mulch. On est là cette semaine. On a plein de sujets pour vous. Passionnants, encore une fois, comme d'habitude. Donc déjà, la baguette, dès demain, va drastiquement changer sa recette. Grosse transformation de la liste des ingrédients. Il faut en parler. C'est la culture française quand même, donc parlons-en. Très important. On a une info qui vient de sortir. Une décision de la métropole de Lyon pour instaurer un congé menstruel. Une proposition assez positive, on va en parler. On a après 29 retraités qui sont relogés après un long combat, les retraités de l'hôtel du marché. Ouais. Bonne nouvelle, sympathique. Ça m'intéresse parce que je veux voir un peu quelle a été la méthode pour faire valoir le droit au logement. Et on finira avec le sujet des œufs qui sont censés pouvoir fondre. On peut faire fondre des œufs selon, en tout cas, les intelligences artificielles. Ça va être intéressant. Faire fondre les œufs, d'accord. Mais, jingle. Et voilà, donc, désolé, cette fois-ci, c'est de ma faute si on est en remote. Là, c'est 100% de sa faute. Hein. C'est de ma faute. On va pas dire le contraire. Je suis malade, mais je me soigne. Donc, c'est les choses qui arrivent. Hein. C'est les choses qui arrivent. Bon, on va gérer. De toute façon, on l'a déjà fait en remote. Maintenant, on est habitué. Ouais, c'est bien de pouvoir le faire quand même. C'est bien de pouvoir garantir qu'il y aura un petit épisode comme ça à chaque fois, même si on n'est pas capable de se retrouver en présentiel. Commençons par ce sujet parce que au début, je me disais mais non, mais on va pas parler de ça. Ça a l'air vraiment insignifiant comme nouvelle. C'est quoi ce changement? En fait, non, ça peut pas être insignifiant. On est en France. Oui, Tout changement portant sur les baguettes, sur les boulangeries, est forcément un changement majeur. Bien sûr. Et du coup, c'est pour ça que ça peut être intéressant d'en parler. Mais du coup, le changement dont il est question, c'est que demain, à partir de demain, la baguette dont la teneur en sel était censée être de 1,5 g va maintenant passer à 1,4 g pour 100 g de pain. 0,1 g de moins de sel. Mais en vrai, il y a des trucs intéressants à dire dessus. Hein. Ouais, parce que du coup, on creuse un peu et on se demande, mais attends, mais comment ça se passe? Est-ce que c'est une loi? Parce que on s'était demandé, est-ce qu'ils vont nous empêcher d'avoir des bonnes baguettes? Est-ce que déjà, tu étais au courant que la quantité de sel dans les baguettes est fortement contrôlée, est fortement régulée? Et pas que ça, les baguettes, c'est vraiment, si vous n'êtes pas au courant, les gens, c'est tout un cahier des charges très spécifique sur le poids au gramme près de ce qui peut être qualifié de baguette, pas de baguette, voilà, en fait, vraiment, c'est très, très, très encadré tout ça. Et ouais, du coup. Ouais, bah en fait, là, moi, ce qui m'intéressait, c'est de savoir, est-ce qu'ils ont interdit de faire des baguettes avec plus de sel? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va aller voir la personne? On va lui mettre une amende parce qu'il y a trop de sel dans ses baguettes? Et en fait, et c'est ça qui est assez intéressant. Donc pourquoi est-ce qu'ils le font déjà? Parce que il y a une raison. En fait, il y a une énorme dynamique dont le but est de diminuer la consommation de sel à l'échelle de toute la population. Ouais. Et vu que le pain, c'est quand même 20% de l'apport journalier en sel, bah c'est vrai que ça peut être une bonne idée de diminuer un des plus gros apports journaliers en sel. Le truc, c'est que quand tu regardes comment est-ce qu'ils décident de diminuer, c'est un accord. Donc en fait, c'est pas une loi. Ils ont juste signé, ils se sont engagés tous. Donc ils ont réuni, donc il y a plein d'organismes qui ont été réunis. Là, on parle vraiment de littéralement l'Intermarché, tous les boulangers, ils ont réuni tout le monde et ils ont réuni aussi le ministère de l'alimentation. D'accord, donc c'est quand même quelque chose qui, le ministère a un rôle, joue un rôle là-dedans. Ouais. Donc c'est quand même l'État qui décide. C'était lors du salon de l'agriculture en mars 2022. Il y a eu un engagement collectif volontaire signé entre le ministère en charge de l'alimentation et de la santé et l'ensemble des représentants de la filière. Mais c'était un engagement volontaire. Il n'y a pas eu un décret, il n'y a pas eu une loi. Ils ont tous dit, ok, c'est vrai, il y a un peu trop de sel. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé,
a incité à réduire la consommation de 30%. Donc allez, on va diminuer le nombre de sel dans les baguettes. Ok. Ouais, bon, après 30%, on est loin de ça, mais après, apparemment, je lis là dans l'article qu'il y avait 3 grammes de sel de plus qu'aujourd'hui, à une certaine époque. Hein, donc, il y aurait genre 4,4 Dans certaines grammes. baguettes, ouais, sans doute. Et là, on descend à 1,5 et maintenant 1,4. D'accord, ok. Et alors, en 2022, ils s'étaient mis d'accord pour faire 1,5 g de sel au 100 grammes. Et il y a eu des tests selon un rapport. Bon, le truc, c'est que c'est un observatoire de l'alimentation. Je sais pas qui finance ça ou quoi. Mais bon, cet observatoire-là avait analysé les baguettes et avait dit il y a 82,5% des pains analysés qui sont conformes à l'engagement qui avait été tenu. Donc apparemment, 82% des pains étaient dans la limite des 1,5 l'année dernière, donc en 2022. Moi, ma question, c'est est-ce qu'on peut avoir des chiffres sur est-ce que c'était ce nombre-là avant l'engagement? Parce que peut-être qu'il y avait plein de boulangers qui faisaient déjà des pains à moins de 1,5 avant 2022. J'avoue. Non, j'avoue. On n'a pas ces chiffres-là, malheureusement. Moi, j'aimerais bien savoir est-ce que ça marche, un engagement de tous les acteurs comme ça? Parce que c'est quoi leur incitation? C'est quoi leur... Tu vois ce que je veux dire? Eh bah, ouais, je sais pas trop. Je pense, enfin, pour moi, les boulangers seraient plutôt incités à mettre plus de sel, non? Parce que ça rend le produit, genre, plus addictif techniquement. Moi, Ouais, j'aime bien qu'il y a quand même une question de coût. Enfin, bon, après, là, on est sur des tellement petites diminutions, je sais pas. Hein. Il y a quand même une sorte de contradiction interne au système qui est censé se jouer sur la compétition des acteurs. Je croyais que la compétition des acteurs permettrait de faire émerger, enfin je le croyais pas vraiment, mais c'est la théorie qui est à la source de la plupart de l'économie dans laquelle on vit. Moi je le croyais à une certaine époque. Ah, on a tous cru à une certaine époque. On a tous cru à... on a tous eu une phase. On a tous eu une cru phase. à certaines... aux elfes, des choses comme ça. Et il y a eu plein de gens disent que la compétition des acteurs est censée faire émerger de meilleurs produits, des produits plus sains, moins chers, etc. Donc pourquoi et là, c'est intéressant parce que du coup, vu que le ministère de l'Alimentation et de la Santé est impliqué dans cet engagement signé, ça veut dire qu'il y a une reconnaissance du fait que ça ne va pas émerger des baguettes qui ont moins de sel, qui sont meilleures pour la santé. Ça ne va pas émerger du marché. On a besoin que tous les acteurs se mettent une contrainte tous ensemble. Qui se mettent d'accord tous ensemble. Parce que s'il y en avait un qui le faisait, on dirait bon, elle est bizarre ta baguette par rapport à celle de ton voisin qui est comme celle d'avant. T'as changé quelque chose? Tu vois? Ouais. Non, mais c'est vrai que là, on est sur un exemple typique de comment est-ce qu'on améliore concrètement, comment est-ce qu'on fait une politique de santé publique. Bah, c'est pas le marché, quoi. En tout cas, c'est pas l'esprit de compétition sur le marché. Clairement, c'est... Parce qu'en fait, c'est la Confédération nationale de la boulangerie à ce salon-là et le gouvernement. Bon, ok. Mais moi, par contre, j'ai une question. Est-ce que si je veux vendre un pain qui a plus que cette régulation-là, est-ce que ça veut dire que je peux juste pas l'appeler baguette? Je vais devoir genre le nommer quelque chose de différent? Parce que j'imagine que quand même, tu as le droit de vendre du pain avec plus de sel si tu veux, non? Est-ce que tu as cette info? Ouais, en fait, moi, je suis allé voir comment est-ce qu'ils ont décidé de signer ça. Et apparemment, c'est juste un engagement. Donc, les professionnels signataires s'engagent à diminuer progressivement les teneurs en sel dans les différentes catégories de pain en respectant les seuils maximaux, correspondant à une réduction d'environ 10% des teneurs en sel. Les acteurs s'engagent donc dans une trajectoire de réduction des seuils maximaux de sel dans l'ensemble des catégories de pain. Le truc, c'est qu'ils s'engagent, donc... Mais il y a dans le... Quand tu regardes carrément le communiqué de presse qui a été partagé par... Là, je suis sur le site du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Il n'apparaît aucune contrainte, aucune conséquence de ne pas suivre cet engagement. Je ne vois aucun problème pour quelqu'un qui déciderait de ne pas suivre ça. Peut-être je loupe quelque chose, mais le communiqué de presse lui-même parle juste d'un engagement volontaire. Le mot volontaire est important, ça voudrait dire que si tu n'as pas envie, tu n'es pas obligé, quoi. Là, ils sont volontaires pour baisser leur sel. On est peut-être sur un des exemples où en fait les acteurs du marché finalement n'ont pas vraiment envie de mettre masse de sel pour rendre les trucs plus addictifs. En tout cas dans les boulangeries, je sais pas. Il y a un truc, je pense qu'il y a
des boulangers qui seront même pas au courant de ce communiqué de presse. Hein. À mon avis. Hein. Mais après, apparemment, de ce que tu as dit, il y a quand même une grosse majorité, genre 4 sur 5. Tu veux que je te fasse la liste des acteurs boulangers qui respectent pas? Non, les acteurs qui sont impliqués dans l'accord, là. Ouais, vas-y, fais voir. Non, c'est trop long. Non, c'était une question rhétorique. Je voulais que tu me dises. Non, je sais que c'est trop long. Ok. Ah oui, t'as littéralement la liste de genre 100% des... Ok, non. Non, Combien de boulangeries en France? Ça doit être une... Il y a le syndicat des biscuits. J'ai bien envie de m'informer sur le syndicat des biscuits. Ça peut être marrant. Bref. Tu sais qu'il y a 39 000 boulangeries sur tout le territoire? Voilà, c'est la petite information à retenir pour aujourd'hui. Voilà. Retenez ce chiffre. Ça sera au contrôle. Ce sera peut-être au contrôle à la fin de la saison de podcast. C'est ça. Combien y avait-il de boulangeries? Quelle est dorénavant la teneur en sel des baguettes? 3 900, 39 000, 39 millions. Ah là là. Ok, bon bah... Intéressant, c'est des petits changements comme ça. On vous tient au courant, voilà. Si la semaine prochaine, parce que du coup c'est à partir du 1er octobre, donc à partir de la semaine prochaine, allez dans une boulangerie et puis vous faites un petit prélèvement, faites un contrôle sur les baguettes, essayez de voir s'ils respectent. Je pense que ce sera visible. Je pense dans les supermarchés et tout, ça va être vu que c'est un truc industriel, ils vont changer la dose, mais je suis pas sûr que ça ait un impact. Mais bon, le 82% des 1,5 grammes de 2022, apparemment c'est réel. Mais comme je disais tout à l'heure, j'aimerais bien savoir quel était le chiffre initial pour ça. Ok, bon, les baguettes. Ouais. Moi, je préférais qu'on régule que les commerçants soient plus menés à la baguette. Ah non, il l'a faite. Non, mais sincèrement, sur des problèmes de santé, etc., moi, je serais pour qu'il y ait des incitations. Je suis pas d'accord pour interdire. Par exemple, le fait de pas pouvoir avoir de baguettes plus salées que ça, c'est triste, tu vois. Mais par exemple, des incitations ou des désincitations, comme tu disais tout à l'heure, le fait de dire, bah, c'est plus une baguette dans ce cas-là, c'est une baguette salée, tu vois. T'appelles ça la baguette salée. Oui, comme tu ça, mets une nomenclature voilà. où t'as le droit de le faire, mais c'est genre, oui. Comme ça, le client, il sait que c'est pas une baguette, ça respecte pas ce que toute la filière s'est mis d'accord pour appeler une baguette, et maintenant, ça, c'est une baguette salée, il y a plus de sel que dans les autres baguettes. Et comme ça pousse le client à se demander, attends, est-ce que je veux vraiment mettre plus de sel dans mon alimentation ou pas? En fait, c'est pas très dur, sans interdire, de créer des petits trucs comme ça pour différencier les produits. Par contre, j'aimerais que les incitations, les contrôles, etc., ce soit pas juste un engagement volontaire des acteurs. Non, là, on va avoir besoin, sur tout ce qui est alimentation, sur tout ce qui est écologie, on va avoir besoin de répercussions, on va avoir besoin d'incitation, on va avoir besoin de... L'État, il s'engage à donner de l'argent à tous ceux qui ont mis moins de sel dans leur baguette, par exemple. Pourquoi pas? Clairement, ouais. Non, clairement, je suis d'accord. Ouais. Voilà. Bon. Et puis bonne conclusion sur la baguette. Ça m'a permis de faire le jeu de mots sur mener à la baguette. Donc, Non, mais c'était tout le but en fait. C'est la seule raison pour laquelle on vous a parlé de ça, je crois. Non. Bon, est-ce qu'on passe maintenant à un autre sujet? On a une information qui franchement... L'information, c'est d'expliquer aux gens comment fonctionne le principe de l'émission. Ah, vas-y, je t'en prie. Le principe de l'émission, c'est que si vous aimez le contenu et que vous voulez soutenir ce contenu indépendant, vous pouvez, nous, ce qu'on s'est dit, c'est, bon, faire un don, c'est cool, c'est sympa, mais si en plus ça peut servir à quelque chose, c'est encore mieux. Et donc, on vous propose de faire un don sur lerendez-nous.fr, ou alors c'est disponible directement dans le chat pour ceux qui écoutent en direct, et vous pouvez faire un don et en même temps poser une question, et pendant le stream lui-même, on répond à vos questions. On essaie en tout cas. Lâchez-vous vraiment sur les questions, ouais. Faites ce que vous voulez. Et d'ailleurs, à la fin de cet épisode, vous aurez le petit segment questions-réponses. Il y a déjà, je crois, 4 ou 5 questions. C'est très stylé. Mais vous pouvez continuer à en poser. Et on répondra en priorité celles qui sont posées pendant l'épisode. Ok, alors moi je veux vous parler de ce que propose de faire la métropole de Lyon en ce moment. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, on avait déjà parlé de changements assez positifs et assez inspirants que mettait en place la métropole de Lyon sur ce podcast. Il y a quelques épisodes, on avait parlé de la semaine de 4 jours. La semaine de 4 jours qui est en expérimentation dans le Grand Lyon, du coup. Et maintenant, on a une nouvelle politique mise en place
À partir du 1er octobre, la métropole de Lyon va mettre en place 2 nouvelles autorisations spéciales d'absence. L'une pour congé menstruel et l'autre pour arrêt naturel de grossesse. Ça, c'est vraiment, vraiment cool, les gens. C'est vraiment cool. Donc, qu'est-ce que ça sera concrètement ? Sur présentation d'un certificat médical établi par un gynéco ou un médecin traitant. Donc, il faut quand même un certificat médical. Bon, ça, c'est vrai qu'on peut se poser la question sur à quel point c'est pratique pour les personnes qui ont des règles d'obtenir ça. Enfin, est-ce que vraiment il faut le gatekeeper derrière un certificat ? Bref, c'est compliqué. Je sais qu'il y a un débat ouvert là-dessus. Mais du coup, avec ce certificat-là, qui atteste du coup du fait que vous avez des règles douloureuses, vous avez 2 jours de congé par mois avec possibilité de télétravailler pour celles et ceux qui souhaitent, selon leur état de santé. Et franchement, je trouve que c'est très bien. Déjà rien que le fait que le sujet des règles soit mis sur la table, parce que, enfin, je suis désolé, 50% de la population ont des règles tous les mois. Et je pense qu'encore aujourd'hui, déjà, on n'en parle pas assez. Genre, il y a encore un certain tabou quand même dans la société française. Il y a encore un tabou. Bon, il y a des milieux dans lesquels c'est pas du tout tabou. Tout le monde sait qu'il y a ça, tout le monde sait que ça marche et tout. Mais je lisais des stats récemment sur le pourcentage de jeunes femmes pendant la puberté qui commençaient à avoir leurs règles et qui comprenaient même pas ce qui leur arrivait parce qu'il y a juste un déficit d'éducation à la santé sexuelle, à la santé de la puberté, de tout ce qui se passe autour de ça. Enfin, voilà. Donc, ce serait bien quand même qu'on commence à prendre en compte le fait que les femmes ont des règles, en fait, et genre, ça peut être un gros problème dans le milieu professionnel. J'ai quelques questions. Ouais. J'ai quelques questions. Déjà, premièrement, est-ce que ces congés, ils prennent en compte, ils impliquent des jours de carence ? Je sais pas du tout, en fait. J'essaye de trouver cette info. Ce serait inutile dans ce cas-là. Hein. Oui, alors, si vous savez pas ce que c'est les jours de carence... Ouais. Les jours de carence, du coup, c'est quand vous avez un congé maladie, un arrêt maladie. Ça dépend en fait du métier que vous faites, de votre branche, des accords qui ont. Ouais. Mais en fait, dans là où il y a des jours de carence, par exemple, moi je me souviens dans mon ancienne entreprise, il y avait 3 jours de carence, ce qui veut dire que vous êtes en arrêt maladie et vous avez 3 jours de salaire perdu au début, parce qu'en fait, c'est des jours où la Sécu vous rembourse pas votre arrêt maladie. Et ça, c'est mis en place par la droite il y a pas mal d'années de ça, hein, bien sûr, la possibilité d'avoir des jours de carence. Et donc, mais après, là, on parle bien de la métropole de Lyon, donc on parle des agents publics, les agents de la métropole, agents de la métropole. Donc, je sais pas du tout c'est quoi leur situation sur les jours de carence, mais à mon avis, il n'y a pas de jour de carence. À mon avis. Moi, j'ai envie de faire des clarifications vis-à-vis de la grosse mésinterprétation du concept de congé menstruel. Ouais. Beaucoup de gens disent que ça va pousser les entreprises à ne prendre que des employés qui n'ont pas de règles. Ouais. Donc d'un point de vue les personnes qui embauchent, ça va être des hommes, quoi. Ils vont prendre des hommes. Ouais, le risque de faire une discrimination à l'embauche basée là-dessus. Mais en fait, juste réfléchissez 2 secondes. Hein. Si on fait juste 3 minutes de prévention et d'études pour essayer d'expliquer la situation, vous êtes en train de dire que le fait que vous avez des employés actuellement qui sont très peu productifs pendant 2 jours de chaque mois, actuellement, ils sont payés pour des journées entières pendant lesquelles ces personnes souffrent et ces personnes font du travail de mauvaise qualité. Et là, on propose un système dans lequel l'entreprise n'a plus à payer ces personnes pendant ces 2 jours. Elles sont maintenant payées par la sécurité sociale pendant ces 2 jours. Et elles ne travaillent pas pendant ces 2 jours. Et en fait, elles reviennent bien mieux que dans le système actuel où ça accumule un état de fatigue et les gens sont poussés à bout, ils sont pas efficaces sur leur lieu de travail. En fait, si juste vous regardez d'un point de vue conséquentialiste la situation, dans un premier temps, je veux bien croire que parce que les gens
euh, font preuve à des instincts, ils vont se dire oui, mais du coup, ils vont travailler moins, je sais pas quoi. Mais très rapidement, on va se dire, mais attends, est-ce que ce serait pas plus rentable, en fait, dans mon entreprise qu'on ait ce système-là? Parce que du coup, il y a plein d'employés qui actuellement sont pas efficaces pendant 2 jours chaque mois, qui souffrent et qui détestent leur vie à cause de ça pendant ces périodes-là, qui pourraient Non, juste mais être c'est payés ça. pas par mois à ce moment-là et qui reviennent après, ils sont efficaces. Genre, à un moment, faut juste regarder les deux cas de figure. Il y en a un cas de figure où la personne est payée par l'employeur, n'est pas efficace pendant 2 jours et souffre, et un cas de figure où la personne est chez elle en train de pouvoir se remettre d'un événement qui lui arrive sans qu'elle l'ait choisi Non, mais c'est ça. En fait, ce qui et, est fou, et j'ai n'est pas l'impression payé que par l'entreprise à tellement, ce moment-là, en fait. ouais, mais tellement de gens sous-estiment en fait l'impact sur le fait de faire du bon travail. Enfin, on peut dire la productivité, mais juste voilà, faire du bon travail dans le sens Ouais, large. la qualité même du travail, même pas La qualité du en travail. termes Les gens d'efficience, sous-estiment quoi. le bien-être, l'importance du bien-être au travail parce que, enfin, De je suis fou. désolé, mais actuellement, quel pourcentage des salariés, des travailleurs dans toute l'économie sont extrêmement mal en fait au jour le jour en allant au travail, ils sont pas du tout heureux ou heureuses d'aller faire ce travail-là 8 heures par jour. Ce qui est nu, enfin voilà, c'est des trucs où t'es juste dans ton train-train, t'es enfermé, t'es pas bien, mais tu restes parce qu'en fait, bah, t'as besoin d'un salaire pour payer ton loyer, ta nourriture, ou aider ta famille, etc., etc. Et Mais tu fais pas du bon travail dans ces conditions-là. Enfin, je suis désolé, ça dépend des travaux, mais tu vois, c'est assez marrant parce qu'on regardait la semaine de 4 jours par rapport à la semaine de 5 jours. Et on voyait que sur la semaine de 4 jours, l'instinct, ce serait de dire, ouais, mais attends, s'ils travaillent que 4 jours par semaine, ça va être des flemmards, ils vont pas faire du bon travail. Et en fait, ouais. quand tu regardes, ils sont juste mieux, ils se sentent mieux, ils passent moins de temps dans les transports en commun. Et ils ont plus de temps, ils peuvent plus compartimenter leur vie en se disant, bah, ça c'est ma vie, j'ai 3 jours pour moi, je fais ce que je veux, et ça c'est mon travail, je peux tout donner pendant 4 jours. Et en fait, les personnes sont plus satisfaites et sont plus efficaces. La productivité a augmenté quand on est passé d'une semaine de 5 jours à une semaine de 4 jours. Donc, Bah, à un c'est moment, ça. il Du faut coup, on comprendre. a des indicateurs qui nous montrent déjà qu'il y aura sans doute une augmentation de la productivité aussi avec ce genre de mesures, hein, à mon avis. Hein. Le patron, il cherche pas à être gentil en général. Et les pauses qui ont été mises en place, etc., il y a un côté qui est parce que il faut que les personnes puissent avoir un minimum de d'essence de vie, quoi. Mais il y a aussi un côté où si elles font pas de pause, elles sont moins efficaces, les personnes, en fait. En fait, c'est bien de donner des pauses, c'est bien que la personne puisse manger. Vous savez que à la base, on n'avait pas le manger comme ça au milieu de la journée. Oui, la C'est pause, oui, 1 heure obligatoire pour manger le midi, oui. Et en Entre fait, du ça, travail. ça, c'est arrivé parce que les ouvriers étaient plus efficaces. Ils avaient mangé, en fait. Donc, le casse-dalle d'apporter sa petite gamelle et de manger le midi, c'était rentable pour les entreprises d'avoir ça en place. Et ouais, En fait, il y a plein de et ouais, trucs ouais. où finalement la productivité elle augmente quand les gens se sentent bien et se sentent efficaces, se sentent appartenir à quelque chose qui sert à quelque chose, quoi. Mais tellement. Après, moi, je veux quand même ajouter que techniquement, même s'il y avait pas même si en fait ça avait un effet délétère sur la productivité, moi je défendrais quand même cette mesure. Hein. De toute façon, je pense que bah c'est juste une question de justice fondamentale en fait, parce que bah t'as pas choisi d'avoir tes règles tous les mois, genre t'as pas choisi d'être né avec Ouais, et puis même, ce à un corps-là, donc moment, voilà. à un moment, les C'est gens normal pour moi de compenser ça pour assurer un bonheur égal pour tout le monde, quoi. les gens qui disent oui, mais ils vont embaucher des hommes à la place, en fait, ça s'appelle de la discrimination, ça peut être repéré assez facilement, et on peut aller derrière toutes les entreprises qui font de la discrimination à l'embauche et avoir des énormes recours judiciaires, genre mettre en place des énormes, comment on appelle ça? Contrôle. Amendes, des Ouais. énormes amendes, des interdictions de pratiquer tant que t'as pas résolu le problème. Et Ce genre d'ailleurs, de... je rappelle qu'en Espagne, ils l'ont fait en février. Ils ont fait, mais au niveau national, hein, le congé menstruel. Genre, ça y est, c'est généralisé en Espagne. Et est-ce qu'il y a eu, du coup, une explosion de la discrimination à l'embauche? Alors, Non, c'était on n'a plus aucune preuve de particulier, ça. je Hein. crois. Je crois que c'était plus particulier parce qu'il fallait voir son médecin avec genre montrer que il faut que le médecin montre que tu aies des souffrances. Ouais, mais là aussi en France. Hein.
Ouais. Moi, l'idéal, c'est qu'à terme, ce soit juste. Ce soit un peu plus simplifié quand même. Mais bon. En fait, C'est déjà une ouais, bonne, ils c'est déjà disent une que bonne c'est étape. que pour les femmes qui peuvent, enfin, que pour les femmes qui peuvent, genre, qui ont un certificat médical qui atteste de règles douloureuses. Donc, soit Ouais. endométriose, ça touche une femme sur 10. Euh, De base, mais ok. après, bon, les Alors, du crampes et coup, tout, ça peut c'est être c'est ça plus qui est de femmes incroyable. encore. C'est de base que ça soit pas juste considéré comme un argument légitime pour ne pas aller au travail. C'est n'importe quoi. C'est-à-dire que si t'as littéralement, si tu Tellement. souffres actuellement, genre, tu as il t'arrive quelque chose qui n'est pas de ton fait, qui te fait souffrir. Dans tous les autres cas, on appelle ça une maladie et tu peux avoir un arrêt de travail et être payé. Et là, non, parce que les femmes, bon, c'est bon, elles ont ça tous les mois. C'est bon, bah, c'est bon, quoi. Tu vois, non, c'est pas normal. Tu souffres. On sait même pas. Genre, tu vois, on parle même pas des règles. Là, on parle de règles douloureuses, du coup. Ça devrait être la norme que tu puisses avoir un arrêt pour des règles douloureuses. Non, mais après, la souffrance des femmes, historiquement, voilà, quoi. La société s'en est pas trop préoccupée globalement, mais bon, voilà, c'est cool de voir qu'il y a des changements comme ça. Je rappelle que généraliser le congé menstruel, c'est dans le programme de la gauche, hein, c'est dans le programme commun de la gauche actuel. Et bah voilà, c'est cool de voir aussi qu'au niveau local, on a des métropoles qui arrivent à mettre en place des choses comme ça en précurseur à l'arrivée de la gauche au pouvoir et de la généralisation de ces choses-là. Et ce qui est Mais cool aussi, c'est que ça nous fait des exemples pour justement toutes les personnes qui vont dire non, non, ça peut pas marcher, ça sera une catastrophe. Bah, en fait, on aura de plus en plus de données précises dans les villes où ça a été mis en place et ça marche bien, quoi. Et t'as vu aussi que Lyon, ils disent qu'ils font ça aussi pour rendre plus attractif le fait d'aller travailler pour la métropole lyonnaise ah et ouais, pour pour attirer des travailleurs et des travailleuses, tout simplement, hein. ouais. Le truc, c'est que c'est pas le seul problème, je pense, vis-à-vis des menstruations. Je pense vraiment qu'il faudrait, si on arrivait à mettre en place des choses au niveau national, je pense qu'il faudrait un plan carrément où, parce que moi, je comprends pas pourquoi c'est pas le cas actuellement. Il faudrait un plan pour garantir l'équité vis-à-vis des menstruations. Que toute personne Totalement. soit égale vis-à-vis des menstruations, qu'il y a des droits à des congés menstruels, donc ça, c'est un des pans. Mais il y a aussi la gratuité des produits d'hygiène menstruelle. Totalement, totalement, C'est quoi totalement. cette blague C'est central, hein. où il n'y a pas de remboursement des produits d'hygiène menstruelle? Je ne comprends pas le concept. T'as juste une taxe, genre, ah désolé, en plus d'avoir des règles tous les mois, tu vas en plus payer plus. C'est vraiment le petit 1-2 punch marrant, quoi, hein. Bref. Ouais. C'est cool. Bah, c'est bien, ça va dans la lignée des 4 jours. Il y avait eu déjà, ils étaient passés semaine de 5 jours à semaine de 4 jours dans toute la métropole de Lyon. Donc c'est bien. J'espère que ça va continuer. Moi, je veux que ce soit un segment récurrent sur ce podcast. Ah bah ouais, bien sûr. Quelle, Et aussi, quelle réforme a mis en place Lyon pour la métropole? bah c'est ça, mais aussi ça montre l'importance, les gens, d'aller voter dans les élections locales. Ça, c'est municipal, non? Ouais, c'est les municipales, parce que là, c'est la mairie, du coup, qui est à gauche. Bah ouais, c'est stylé. Et voilà, ça vous montre aussi que, en fait, votre vie peut s'améliorer. Vous pouvez avoir des changements en participant à des élections, même si c'est pas les... Parce que souvent, on a beaucoup plus de gens qui s'abstiennent dans les municipales qu'au présidentiel, par exemple. Et les gens ont tendance à négliger les élections qui ne sont pas les présidentielles, hein, les législatives, les européennes. Les européennes, c'est encore beaucoup moins. Mais voilà, petit rappel que, bah, en fait, vous pouvez obtenir des avancées, même sous un gouvernement Ouais. de droite, Alors, juste un avec petit détail, parce l'échelle que locale. on a un chat qui est là, c'est stylé, et qui nous envoie par exemple que Elisabeth Borne avait annoncé le 6 mars 2023 le remboursement des protections hygiéniques. Mais parce que moi je viens de dire, il faudrait le mettre en place. Le fait est que moi je propose de mettre en place un remboursement inconditionnel des produits d'hygiène menstruelle. C'est-à-dire on s'en fiche de qui tu es, voici tes produits d'hygiène menstruelle. Alors que là, pour rappel, hein, ce qui a été parce qu'il y a des effets d'annonce comme ça, le 100% santé pour les lunettes, la dentition. Non, pour les lunettes, le 100% santé, ça va être t'as le choix entre 3-4 montures et un verre sans traitement, tu vois. Bref.
Ouais. Et là aussi, il y a des conditions, c'est-à-dire que c'est quoi les conditions? C'est soit pour les moins de 25 ans, c'est quoi? C'est les protections jetables sont exclues du dispositif. On Ok. souhaite que chaque femme soit en capacité de choisir les protections qui lui correspondent le plus. Et ce n'est pas toujours les réutilisables. Parfois, les réutilisables ne sont pas adaptés aux conditions de travail, d'hygiène. Bah oui, complètement. Là, c'est que les réutilisables, en fait. Donc, ça va être les cups, c'est quoi? Du coup, on se retrouve Ouais, ça avec va être les cups et genre peut-être les culottes là. laisser choisir n'importe quoi. Donc, du Ouais. coup, super annonce. Nous vous offrons, voilà, vous avez le remboursement des produits, des protections périodiques. Et du coup, en fait, on te donne un bout de plastique, quoi. On te permet pas d'avoir un accès à quelque chose qui te permet, toi, de pouvoir te prémunir de ça. Parce que chaque personne a ses préférences, c'est n'importe quoi. C'est le truc où faut pas donner une seule solution, en fait. C'est Bah vraiment. ouais, c'est très, ouais, c'est individuel. Enfin bon. De toute façon, avec ce gouvernement, on est habitué aux effets d'annonce. Derrière, voilà quoi. Hein. Malheureusement. Donc, ouais, c'est réutilisable pour les moins de 25 ans à partir de 2024. Un remboursement par la sécurité sociale des protections périodiques réutilisables à partir de l'an prochain pour les moins de 25 ans. Donc en fait, non, c'est pas du tout ce qu'on nous on veut. La gratuité, le remboursement, même pas pourquoi le remboursement? Non, la gratuité. Arrêtons de rembourser des trucs. Il faut que tu puisses en prendre. T'arrives avec ta carte vitale. Il n'y a pas de remboursement. Tu montes ta carte vitale, tu repars avec des produits. Qui a une carte bleue, je sais pas, à 13 ans? Ils savent à quel moment ça commence les règles? Tu vas Je avancer pense qu'ils ont l'argent pas pour compris. avoir Hein. Je des pense qu'il produits mensuels à faut 13 qu'ils se ans. renseignent encore un peu. Hein. Je pense qu'il va falloir qu'ils aient quelques cours d'éducation sexuelle, hein, parce que là, c'est pas au point. Ah, ça, on pourrait en parler aussi. Hein. Bon. Non, voilà. En tout cas, c'est quand même une news positive globalement. Moi, je suis content. Je suis content et je suis content qu'on en parle. On revient, ouais, en revenant sur la news de Lyon qui garantit les. Bon, après, ouais, c'est un bon début, parce que c'est juste dans la municipalité. Ça serait bien que ce soit dans la loi. Mais bon, on rappelle, la municipalité, c'est juste au niveau municipal. Si vous avez voté pour le maire, ils peuvent faire ça. Maintenant, si vous votez plus haut de ce genre de programme, il y a des façons de mettre on peut l'avoir dans la loi, en fait. On pourrait l'avoir dans la loi. Ouais, on aurait pu l'avoir. On aurait pu l'avoir dans la loi. Oh, changeons de sujet. On change de sujet. Allez. Non, on change de sujet. Les gens. On continue avec des news positives. Les gens. Là, c'est 29 retraités. Alors, positive, oui et non, parce que, bon, les 29 retraités, c'est 29 retraités à Paris qui étaient dans des logements qui étaient insalubres. Et ils en avaient vraiment marre. Ils se battaient, en fait, depuis un moment. Et ils voulaient être relogés. Ça faisait 12 mois de combat. Et ils ont été, finalement, relogés. Mais le truc qui est un peu énervant, c'est... Est-ce que c'est pas anormal qu'il te faut 12 mois de combat pour être relogé quand on est dans un pays qui a le droit au logement dans sa constitution? Non, c'est carrément un problème. Hein. Et juste pour que vous voyez bien de quoi on parle, les gens... Quand je revois l'immeuble, je pense aux cafards, aux punaises de lit, à la saleté, aux dégradations. Gérard, 74 ans, dévisage l'hôtel du marché appuyé sur ses béquilles. C'est des gens qui étaient dans des conditions catastrophiques. Mais il y a tellement de gens qui sont dans des situations de mal logement. On a parlé sur ce podcast plusieurs fois des 300 000, des plus de 300 000 personnes sans domicile fixe, d'accord, à la rue. Mais il y a énormément plus de gens qui techniquement ont un logement, mais un logement complètement insalubre, un logement où ils sont trop de personnes dans le logement qui n'est pas fait pour avoir autant de gens, genre un 2 pièces avec une famille de 5 personnes, des situations comme ça. Il y a des millions et des millions de gens, je sais plus, je pense que allez voir la Fondation de l'Abbé Pierre, ils ont les chiffres précis là-dessus. Mais là, on a un cas très concret, voilà, dans le 19e arrondissement à Paris. Donc là, ils ont avec l'association Droit au logement, ils ont lutté pendant 12 mois. Alors la manière de lutter, c'était littéralement d'occuper la rue, d'aller voir dans la mairie. Ils sont allés voir dans la mairie, ils ont dit bah nous on cherche un endroit où il fait chaud quoi, donc on vient là. Donc ils ont occupé comme ça. Et malheureusement, je crois que c'est en
à force de un peu, je vais dire, faire chier tout le monde, Bah, ils se sont battus, quoi. Ils se sont battus, ils ont qu'on a rien écouté leurs lâché. demandes. Le Mais c'est problème, c'est fou qu'ils doivent se battre comme ça, quoi. C'est n'importe quoi. le problème, c'est dans l'article, il est dit, donc là, c'est un article sur Street Press, et dans l'article, il est dit que apparemment, c'est une victoire en demi-teinte, puisqu'il y aurait eu une personne qui serait morte dans un des logements pendant le combat, quoi. Donc, Terrible. ça devrait être plus automatique. En fait, la salubrité, une fois qu'on a prouvé que c'était insalubre, parce que là, on parle littéralement qu'ils avaient froid, ils avaient trop froid, le logement était pas salubre, il y avait des cafards, des punaises de lit, de la saleté, des dégradations. À partir de là, le logement, normalement, il est considéré insalubre. Donc, à partir de là, c'est des retraités. Et les retraités, ils n'ont pas vraiment les moyens de pouvoir eux-mêmes se lancer dans un projet immobilier. Tu vois. Non. Donc, en fait, à ce stade, oui, ils ont le droit au logement, ils doivent être relogés, ils doivent avoir une alternative. Mais ça devrait être instantané, ça devrait pas être au bout de 12 mois de lutte. Combien de gens ne mènent pas la lutte et acceptent de vivre dans cette condition, et, comme tu disais au début, énormément. Donc va falloir, là aussi, on a besoin d'une solution systémique. C'est bien d'aider ce genre de combat, c'est super cool que ces personnes aient pu réussir leur lutte. Ça va être 29 personnes qui ont pu maintenant changer de logement. Mais va falloir vraiment avoir des solutions systémiques pour vraiment... Il y a 3 millions de logements vacants, les gens. 3 millions. 3 millions pour 300 000 sans domicile fixe. Il y a 3 millions de logements vacants. Donc va falloir massivement augmenter la taxe sur les logements vacants. Il va falloir inciter. Ouais, on parlait de ça l'autre jour. Et tu te souviens, elle est à combien la taxe sur les logements vacants aujourd'hui? Je crois que la première année, c'est 17% de ce que tu aurais gagné en le louant, le logement. Donc les proprios, ils doivent payer, si eux, ils possèdent un logement vide, ils ne le mettent pas en location. Ouais, si par exemple Le logement le correspondant logement c'était 550 euros par mois, ou 500 euros par mois, tu vois, et ben du Ouais. coup, tu vas devoir payer 80 euros pour empêcher des gens de vivre dedans. C'est-à-dire, ce logement pourrait être occupé par des gens, et pour empêcher aux gens de vivre dedans, tu payes 80 euros seulement. Ouais. Sachant que l'État, avec ses 80 euros, ne peut pas loger les gens. 80 euros ne suffit pas pour loger des gens. Donc, toi, De tu toute façon, on sait que c'est insuffisant parce que le but d'une telle taxe, ça serait de remplir les logements vacants. Et du coup, ce n'est pas fait vu que Oui, le nombre de logements vacants ouais. augmente. On est d'accord, d'année en année, il est en augmentation. Ça fait 20 ans qu'il est en augmentation, si je mes sources sont bonnes, mais ouais, il ne voilà. fait qu'augmenter le nombre de logements vacants. Donc clairement, c'est complètement insuffisant. Il faut augmenter cette taxe. En fait, le truc logique, ça serait on augmente cette taxe jusqu'à ce qu'il y ait une baisse assez significative des logements vacants et on arrive à loger tout le monde et après aller loger... Enfin oui, déjà loger tout le monde. Ouais. Moi, je dis, tu déclares tout simplement ton logement, il est insalubre. T'es mis dans une liste d'attente. Plus cette liste d'attente est grande, plus la taxe augmente jusqu'à ce qu'elle se vide. Je Pas pense mal, hein. que c'est pas mal comme concept. Non, mais ouais. Ouais, il faut plus d'intervention, faut de la construction. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut de la construction. Oui, dans un premier temps, il va falloir faire de la construction publique de HLM. Il va falloir que ces HLM-là, on ne puisse pas permettre aux communes de juste payer une amende pour pas en avoir. Parce que c'est le cas actuellement. Les communes peuvent payer des amendes, ou alors ça a été le cas depuis un bon nombre d'années. Les communes pouvaient juste payer des amendes pour ne pas avoir d'HLM sur leur territoire. Non, il faut obligatoirement que les communes aient toutes un certain nombre d'HLM et il faut juste les obliger. C'est-à-dire, s'ils veulent pas le faire, qu'ils prennent aucun pouvoir décisionnel, qu'ils mettent pas en place un projet, bah juste l'État lui-même arrive et met en place le projet. Je suis désolé, à un moment, s'ils veulent pas le faire eux-mêmes, sachant qu'ils doivent respecter un minimum de logements sociaux. Les logements sociaux, c'est pas pour faire joli, hein. C'est littéralement, enfin ça serait bien que ce soit aussi pour faire joli, mais c'est littéralement parce que sinon tu es en train de créer un ghetto. Et on veut pas de ghetto, le territoire doit pas avoir de discrimination géographique sur notre territoire. Je dois pouvoir vivre sur un territoire, dans tout le pays, je dois pouvoir vivre dedans. Je dois pas être exclu du fait que je trouve pas de logement. Parce que ça, sinon, c'est un ghetto, ça s'appelle. Un ghetto de riches. Et ouais. Après, sur le plus long terme, bien sûr, il y a ces politiques-là que tu as dit, mais sur le long terme, oui,
on a une solution. Ça, c'est sur le court terme parce que moi, je pense pas que sur le long terme, il faut continuer à construire. Quand on voit qu'il y a 3 millions de logements vacants, ça fait 10 fois plus que le nombre de sans domicile fixe. La construction, elle est pas raisonnable parce qu'on voit bien qu'on va, sur la part des logements qu'on est en train de construire, en fait, on est en train de construire des logements qui seront eux-mêmes, il y aura une part qui sera eux-mêmes inoccupée. C'est tellement triste de se dire qu'il y a 10 fois plus de logements inoccupés que de personnes qui recherchent. Il y aura toujours un petit nombre de logements vacants parce qu'il y a toujours Il y a un roulement. Un roulement, on est en train de... Mais en fait, là, le nombre de logements vacants ne fait qu'augmenter. Donc je veux bien qu'il y ait 200 000 personnes qui sont en train de remettre en vente un logement, en train de déménager. Mais les 2 800 000 restants, je pense, eux, ils peuvent être occupés en ce moment, tu vois. Là, maintenant, pendant qu'on est en train de parler. C'est ça, c'est vraiment ça. Ouais. Et bah, du coup, il faut créer des systèmes. Parce que nous, moi, je pense que on va devenir les chevaliers blancs de la bourgeoisie. On veut vraiment pas que vous vous fassiez exproprier tous vos biens de force. Ah, on défend les rentiers immobiliers sur ce podcast. On veut pas que vous fassiez... Parce qu'à terme, c'est ça que beaucoup de gens ne comprennent pas. À terme, tu vois, c'était 29 retraités là qui cherchent un logement. Mais le droit au logement, il est dans notre constitution, en fait. Donc à terme, il y a juste des gens qui vont rentrer dans toutes les maisons inoccupées. Genre, il y aura un tel problème de logement, les prix seront tellement élevés, juste, on va mettre des gens dans vos logements, les gens vont y aller, vont squatter. Pourquoi ? Parce que ce sera pas possible de faire autrement. Et là, vous serez du coup, les rentiers, vous serez expropriés de votre bien. Et c'est pas normal, moi, je trouve. Hein. Et du coup... C'est triste pour vous. Est-ce qu'il faudrait pas mettre en place un système qui règle le problème du droit au logement qui n'est pas répondu, tout en n'expropriant pas les rentiers. Et moi, ce que je proposais, c'est... Nous, on pense à vous, les rentiers, on pense Exactement. à vos intérêts. On est là pour vous. On vous écoute. Donc, on mettrait fin au système de location immobilière et à la place, on met en place un système de bail acquisitif. Ça va être plutôt transparent pour la plupart des usagers puisque tu vas continuer à payer un loyer. Toi, en tant que propriétaire de biens, tu vas continuer à percevoir des sommes tous les mois. Mais en fait, au fur et à mesure, tu es en train de vendre ton logement. Et donc, à terme, le locataire deviendra propriétaire du logement qu'il occupe. Et du coup, ça permet quoi ? Ça permet que, de manière totalement organique, les gros multipropriétaires, au fur et à mesure, ils vendent leurs biens. Et en fait, quand ils vendent leurs biens, ils font un pécule, puisqu'ils vendent leurs biens avec des intérêts, etc. Donc c'est super pour eux. Vous gagnez quand même la valeur de votre bien en argent cash, quoi. Plus des intérêts. Moi, je trouve que c'est mieux que de littéralement perdre votre logement parce qu'on a dû le réquisitionner pour loger des gens dedans. Je sais pas. Réfléchissez un peu et revenez vers nous pour choisir ce que vous préférez. Non, mais tellement, mais c'est juste un système genre vraiment intelligent, je trouve. Et bon, nous, on en parle régulièrement dans notre contenu sur ce podcast et tout. Il faudrait qu'il y ait plus de gens qui commencent à parler de cette solution-là. Hein. Je trouve que elle se répand pas assez rapidement. N'hésitez pas, les gens, à parler autour de vous du bail acquisitif. C'est encore voilà, au stade embryonnaire comme proposition économique, mais de plus en plus de gens en parlent quand même. Ne vous faites pas retourner le cerveau. N'oubliez pas que le droit au logement est actuellement dans notre constitution et n'est pas respecté. Donc il y a aussi ça. Il faut se rappeler que on est tout à fait en droit de demander que tout le monde soit logé dans ce pays. Hein. C'est pas une idylle, c'est pas une utopie. C'est ce qu'on est censé faire en fait. C'est le but constitutionnel de notre pays. Donc, puis en plus, si les gens vous opposent que non, mais le bail acquisitif, en fait, vous pouvez le défendre en disant non, c'est dans la Constitution et c'est une mesure qui permet de juste faire respecter les principes fondamentaux de ce beau et grand pays basé sur cette magnifique Constitution. Voilà, il faut être un peu américain au bout d'un moment et défendre les articles de la Constitution comme ils font. Il n'y avait pas assez de technologie dans ce podcast-là jusqu'à maintenant. Ah. Du coup, on va parler de quelque chose. On change de sujet complètement. On parle maintenant des intelligences artificielles, mais sous peut-être un angle qui n'a pas encore été trop traité. D'accord. Moi, c'est quelque chose, dès le début, je me disais, ça va être un danger. C'est l'appauvrissement de nos bases de données. Waouh, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Donc,
déjà, il faut comprendre quelle est la news là actuellement. Si vous demandez à Google, c'est une expérimentation qui a été faite le 26 septembre, d'accord? Ok. Des gens ont demandé à Google, est-ce qu'on peut faire fondre des œufs? Ok. Et Google a dit, oui, un œuf peut être fondu. La manière la plus commune de faire fondre des œufs est de le réchauffer en utilisant un four ou un micro-ondes. Ne faites surtout pas ça, les gens, ne mettez jamais de œuf dans un micro-ondes. C'est très dangereux, ça peut vous exploser au visage avec des températures hyper élevées. Non mais c'est même pas une blague. Il y a des gens qui ont des blessures à l'œil irréversibles et tout. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Google a décidé de dire que vous pouvez faire fondre un œuf? Là, on parle pas de faire cuire un œuf, on parle de littéralement le faire fondre totalement. Ah, en vrai, c'est très très drôle qu'ils répondent oui, oui, on peut le faire fondre, mettez-le juste au micro-ondes, d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Qu'est-ce qui s'est passé du coup? En fait, il y a un site qui s'appelle Quora, qui était censé être un site de questions-réponses. Ce site Quora a utilisé l'intelligence artificielle pour commencer à répondre à des questions. Donc, ils ont utilisé ChatGPT. Ils ont demandé, donc quand tu vas sur Quora pour dire est-ce que tu peux faire fondre un œuf, Quora a utilisé ChatGPT et a généré la réponse avec une vieille version de ChatGPT. Enfin, une vieille version. Une version. GPT-3, non, c'est ça? Ouais, je crois. Oui, un œuf peut être fondu. Là, et exactement la même réponse en fait. Un œuf peut être fondu. La manière la plus commune de le fondre est en utilisant un four ou un micro-ondes. Donc, cette réponse générée à partir de juste. Je rappelle comment fonctionne l'intelligence artificielle. Elle va juste, à partir de sa base de données, donner les mots les plus prédictibles au fur et à mesure qu'il génère la phrase en se basant sur le contexte que vous lui avez donné. Donc là, ils se sont dit, quelle est la probabilité que je réponde oui à cette question? Bon, bah dans ma base de données, apparemment, quand on m'a demandé est-ce que des trucs peuvent être fondus, bah j'ai plutôt dit oui. Donc je vais répondre oui. Qu'est-ce que je mets après le mot oui? Bah là, on parlait d'un œuf, donc je mets un œuf. Qu'est-ce que je mets après un œuf? Bah là, on me demandait si je vais le fondre, donc je vais mettre peut être fondu, et comme ça, il va générer la phrase au fur et à mesure. Donc, Mais après, attends, moi, je prends la défense un petit peu de l'IA. Peut-être qu'il parlait d'un œuf de Pâques. Attends, j'ai même pas terminé le... Peut-être qu'il parlait d'un œuf de Pâques. Peut-être. Dans ce cas-là, ça marcherait. Mais c'est pas un œuf de Pâques, là. On moi, parle je suis là pour défendre les IA sur ce podcast. Moi, ce qui est important, là, de comprendre, c'est Google n'a pas pointé vers le résultat de Quora. Google a utilisé le résultat de Quora en se basant sur le fait que Quora est une source fiable. Or, Quora a commencé à utiliser des intelligences artificielles. Donc, des intelligences artificielles sont devenues une source considérée fiable par une autre intelligence artificielle, Google, qui a... Ah, on est sur un feedback d'intelligence artificielle. Voilà, donc on est en train d'avoir et ça va être de plus en plus le cas dans notre société, les données qui sont utilisées pour créer du contenu sont des données créées en utilisant des données utilisées pour créer du contenu. Et ça peut créer des boucles de rétroaction assez catastrophiques où maintenant on va réentraîner un réseau de neurones avec l'information comme quoi, bah voici une information dans la liste des résultats Google, comme quoi oui, un œuf peut être fondu. En vrai, c'est assez ouf. Hein. C'est vrai que cet exemple-là, ça peut paraître genre vraiment bête et anodin et tout, mais imaginez ce genre de choses quand vous, je sais pas, vous posez une question sur, je sais pas, la guerre en Ukraine, sur, je sais pas, la Chine, sur des sujets genre qui vont avoir plus d'importance, ou de l'importance vis-à-vis de la politique, vis-à-vis des décisions des citoyens, ou même genre des informations médicales. Imagine, tu dis, est-ce que ce truc-là, c'est safe que je le mange? Et après, Google te répond oui, parce qu'en fait, c'est basé sur un truc de ChatGPT. Enfin, c'est peut-être pas super en fait d'avoir des IA qui se répondent dans un mécanisme de rétroaction comme ça, je sais pas. Hein. Moi, parce que moi, en fait, j'ai vraiment peur qu'on commence... En fait, le fait que les intelligences artificielles, les gens, ils voient des algorithmes, ils voient de l'ordinateur, etc., font qu'ils vont commencer à traiter ça comme une source fiable. Et c'est n'importe quoi. En fait, il faut vraiment comprendre que tu peux considérer que ChatGPT a les biais qu'aurait n'importe quel humain, en fait.
puisqu'on utilise des informations créées par des humains et des méthodes de génération d'informations proches de celles qu'utilisent les humains dans leur système de langage. Donc le fait est que il n'y a rien qui différencie les erreurs que ChatGPT pourrait obtenir, donc une intelligence artificielle basée sur un large modèle de langage. Il n'y a aucune différence entre les erreurs qu'on pourrait trouver là-dedans et les erreurs d'un humain qui essaye de te satisfaire avec ses réponses. Et ça, moi, j'ai trouvé ça intéressant. Le but des intelligences artificielles telles qu'elles sont faites actuellement, le but, qu'est-ce qu'on lui a donné comme objectif ? Ce n'est pas de te donner la bonne réponse, puisqu'on ne sait pas ce que c'est la bonne réponse dans tous les cas de figure. On lui a donné comme objectif de satisfaire l'usager, de satisfaire la personne qui pose la question. Et si pour te satisfaire, il faut te sortir 8 citations sourcées, tu auras les 8 citations sourcées. Est-ce qu'il y a une seule des sources qui est vérifiable ? Non, souvent il y a 0 source vérifiable. Oui, il est capable d'inventer complètement des noms de personnes, des noms de sources, des URL. Moi, je me souviens quand je jouais un petit peu avec ChatGPT, je demandais des sources, il me donnait des URL, je les mettais dans mon navigateur, l'URL n'existait pas du tout. Et là, tu te rends compte que, en fait, je peux pas du tout demander des informations fiables parce que tout ce que va me dire l'algo, c'est des choses qui découlent d'une base de données de texte écrit par des humains. Et parfois, c'est des choses vraies, mais en fait, il n'y a pas de fiabilité. Non, il n'y a pas de fiabilité. Il faut surtout pas se baser là-dessus, quoi. Il faut toujours... Voilà, c'est ça, recommandation. Si jamais vous utilisez... Je sais qu'il y a énormément de gens maintenant qui utilisent régulièrement ChatGPT et tout, mais allez toujours... Si c'est des informations factuelles que ChatGPT semble vous donner, allez toujours les checker en faisant une recherche Google et tout. Enfin, ne vous fiez pas à ça, quoi. C'est vraiment pas la meilleure idée. Hein. Et maintenant, du coup, méfiez-vous, les résultats Google peuvent être eux-mêmes des résultats de ChatGPT, du coup. Donc, ça va rendre de plus en plus compliqué de vérifier les sources. Ouais. Voilà. Non, c'est intéressant, en tout cas. C'est intéressant. Plus largement sur l'IA, parce qu'on en parlait tout à l'heure. Ouais, il y a eu des avancées quand même cette semaine. Moi, il y a quelque chose qui m'a impressionné, c'était de carrément pouvoir mettre une image en entrée. Parce que jusqu'à maintenant, on échangeait avec du texte. Mais maintenant, carrément, tu peux mettre en entrée une image. Moi, j'avais vu certaines images qui étaient impressionnantes. Par exemple, plein de panneaux de signalisation pour expliquer les horaires où tu avais le droit de te garer avec au niveau du parking, tu vois. D'accord. Mais il y avait vraiment genre 8 panneaux différents qui expliquaient c'est une zone scolaire, donc t'as pas le droit entre 7h, 8h. Ok, il y a le truc incompréhensible. Samedi, tu vois, voilà. Ouais. Et du coup, juste l'image était fournie et la personne avait dit il est jeudi, combien de temps je peux rester ? Ah, en vrai, c'est pas mal. Et l'IA répondait 1 heure. Et encore une fois, est-ce que tu dois te fier à la réponse ? Le fait est que là, elle avait raison, l'IA, à ce moment-là. Ouais. Est-ce que tu dois te fier à la réponse ? Je sais pas. Mais du coup, maintenant, tu peux lui donner en entrée des images et donc l'image est utilisée pour extraire de l'information. Il y avait une feuille aussi, un PDF, tu lui donnes un PDF avec plein de calculs mentaux à effectuer et c'était effectué. Et ça répondait. Ouais, non, mais ça avance à une vitesse quand même, c'est assez fou. Hein. Moi, j'ai une question pour toi. Parce qu'on en a parlé cette semaine sur le stream et j'ai regardé du contenu et ça me... Attends, t'as une question pour moi ? Heureusement que tu n'es pas un viewer. Et non. Qui aurait dû poser cette question sur coffee.fr/le-rendez-nous ou le-rendez-vous.fr si vous voulez. J'ai le privilège, moi. N'hésitez pas. Je suis là. N'hésitez pas à aller faire des petits dons. En plus, j'ai rajouté une petite barre sur le site parce qu'on a un objectif. Là, pour le moment, l'objectif, ce serait de financer les transports pour qu'on fasse les épisodes ensemble en réel. Ouais, pardon, des fois je passe en mode promotion automatique du podcast. Tu le fais très bien, hein. Franchement, j'adore quand tu fais ça. C'est parfait. Donc on parlait des IA dans tes streams cette semaine, c'est vrai. Ouais, et du coup, on se posait la question, c'est comme d'hab, hein, c'est à quel point est-ce qu'on pourra savoir que les IA sont conscientes, comment on sait qu'elles sont pas déjà conscientes et à quel point est-ce qu'on devra commencer à se poser des problèmes éthiques sur est-ce qu'en fait on n'est pas en train de créer des êtres sentients qui peuvent ressentir de la douleur etc. Bon, c'est la fameuse question, hein, mais est-ce que t'as un avis sur ça, toi ? Ouais, moi j'ai pas mal d'avis là-dessus. Déjà, je pense que le concept même de conscience, c'est un construit
euh, c'est un construit en fait. C'est que nous qui l'avons imaginé, le principe de conscience. On n'arrive pas trop à l'expliquer. J'ai plus l'impression que c'est quelque chose qu'on a créé pour nous donner un sentiment d'exceptionnalisme. On a quelque chose en plus, on a la conscience. Mais en fait, j'ai peur que cette conscience, ce sentiment qu'on ressent, on se dit, moi je suis conscient, et du coup, est-ce que d'autres trucs sont conscients? Est-ce que ce serait pas juste issu du fait même de vivre l'expérience? Est-ce que ce serait pas un biais du fait qu'on doit avoir l'impression qu'on vit une expérience spéciale? On doit avoir cette illusion-là pour pouvoir exister en tant que réflexion? Parce que sinon, on n'existerait juste pas. Est-ce que c'est pas un prérequis? Waouh. Tu vois? Est-ce que c'est. Parce que si jamais on n'avait pas l'impression d'être conscient, qui serait donc une illusion, on n'aurait pas du coup l'ego et la capacité d'avoir des réflexions sur nous-mêmes, etc. Donc moi, je pense plus que c'est ça. Je pense que c'est une sorte d'illusion qui nous permet d'exister et de se sentir exister. Mais par contre, quand on regarde, quand on essaie de prendre du recul sur notre condition humaine, etc., est-ce que c'est pas juste une énorme farce qui nous permet d'avoir cette impression-là et qui nous permet du coup d'être efficace en tant qu'organisme? Tu vois? Donc, t'es en train de dire que. Bah, qu'il n'y aurait rien de spécial, que dès que Ouais, il y a l'organisme. pas. Ouais. Parce que Dès qu'on a ce système-là dans un organisme, bah du coup il aurait la conscience et ce serait pas quelque chose qu'il faudrait sacraliser, tu vois. Parce qu'il y a énormément de gens qui, par exemple, disent que ouais, l'humain est conscient et la machine ne sera jamais consciente, peu importe la complexité du réseau de neurones. Parce que, Ouais, juste pourquoi est-ce qu'on a cette discussion? Bah, c'est parce que fondamentalement, il y a quand même, on remarque quand même une immense similarité dans l'architecture des réseaux de neurones qui nous donnent des algorithmes dits IA en ce moment, ChatGPT, des choses comme ça. D'ailleurs, on a basé l'architecture de ces programmes-là sur ce qu'on a pu observer du cerveau avec un réseau de neurones qui s'active avec certains seuils d'activation. Bref, je ne rentre pas dans les détails plus techniques que ça. Pour moi, la position de dire qu'une machine ou une intelligence artificielle ne pourrait jamais être consciente, pour moi, ça, c'est une position dogmatique qui, quand tu essayes de trouver la source de cette prise de position, remonte à la position comme quoi il y aurait quelque chose de particulier, il y aurait un dualisme âme-esprit, corps-esprit. Et pour moi, c'est tout en dehors complet de la pensée matérialiste sur laquelle on a basé complètement nos réflexions depuis des siècles maintenant. Et du coup, ces personnes-là qui ont dans tous les autres sujets des pensées matérialistes, pour moi, montrent leur faiblesse quand sur ce sujet-là, il y a un dogmatisme qui révèle un manque de pensée matérialiste, c'est-à-dire il n'y a rien de matériel qui expliquerait qu'il y aurait une différence entre le fonctionnement d'un corps organique et un corps considéré non organique parce qu'il n'est pas fait de cellules de carbone, quoi. Enfin, je comprends pas trop le... Tu vois? Bah, c'est ça en fait, parce qu'un ordinateur, c'est simplement un grand nombre de transistors avec des signaux électriques qui le traversent avec une complexité du fonctionnement évidemment dedans, c'est super compliqué, mais il y a ça, et en fait, nous, on est littéralement des ordinateurs biologiques techniquement, genre notre cerveau est un énorme réseau de neurones, avec... c'est marrant parce que c'est aussi de l'électricité qui transite dedans, ça aurait pu être d'autres types de signaux, mais le substrat physique des signaux dans notre cerveau, c'est aussi des signaux électriques, avec des tensions d'activation pour passer d'un neurone à l'autre. Après, bon, bien sûr, ouais, en fait, il y a de la retranscription, enfin bref, ouais, mais bon. Ouais, bon, il y a des trucs chimiques. Il y a de l'électricité quelque part là-dedans, ok. Voilà, bref, mais il y a... et aussi, bon, évidemment, la grosse différence, ça va être déjà le nombre de neurones, parce qu'actuellement, on sait que le cerveau humain, c'est des centaines de milliards de neurones. Alors, il y a aussi la perception. Et le fait que, et la sûr, c'est réflexion. relié à nos sens, et qu'on a constamment les informations des sens qui rentrent dans le cerveau. Il y a deux choses qui manquent. Il y a deux choses qui manquent clairement pour brouiller complètement les frontières. C'est la perception et la réflexion. C'est-à-dire que là, le robot ne perçoit que du texte pour le moment, ou des images d'ailleurs, récemment. Et
Alors qu'il faudrait qu'il y ait une perception beaucoup plus libre. Parce que là, c'est exactement ce qu'on veut que le robot puisse voir. Ouais. Et la deuxième étape, c'est la réflexion. Actuellement, il n'y a quasiment pas de réflexion. Qu'est-ce que ça s'appelle la réflexion? C'est-à-dire qu'actuellement, tu poses une question et il y a une réponse générée et tu as la réponse générée, c'est tout. Nous, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. La plupart du temps, on va avoir une idée, on se figure l'idée et après on va réfléchir sur cette idée. On va dire, est-ce que c'est pas n'importe quoi ce que je suis en train de dire? Et on va se dire, attends, mais j'avais dit ça l'autre jour et maintenant en fait, et tu vois, ça va tourner comme ça dans ta tête. Oui, ça veut dire tu dis pas juste ce qui te vient à la tête en premier, Enfin, il y a des gens qui le font, on les apprécie pas trop. En fait, mais ils ont pas de filtre, quoi. Mais après, oui, tu penses à un truc, après tu réfléchis, tu corriges ça, tu te rappelles de trucs que tu avais oubliés a priori, ouais, ok. À chaque moment du temps, tu as une perception de tout ce qui t'entoure, plus une perception de ta réflexion précédente, qui fait partie de ce qui va provoquer la prochaine réflexion. Ouais. Et ça, actuellement, ça n'y est pas. Et je pense qu'au moment où on aura de ce type d'intelligence artificielle qui sera en temps réel en train de réfléchir à ce qui est en train de se passer dans la conversation que tu es en train d'avoir avec elle, et qui ne dira pas, que tu ne verras pas explicitement, il y aura des pensées propres à l'intelligence artificielle que tu ne verras pas, qui seront utilisés pour être remis en entrée pour la prochaine réflexion, et que du coup, à ce moment-là, l'intelligence artificielle sera capable de prendre la parole. C'est-à-dire, au bout d'une réflexion, l'intelligence artificielle pourrait se dire, eh ben, maintenant, j'ai besoin de cette information, donc je vais demander à la personne. Et il y a des tentatives de ce type-là. Ouais, ils ont dû déjà tenter ça, ouais. En fait, elles sont utilisées à des fins hyper productivistes, c'est-à-dire, on va lui demander... On va faire travailler l'IA, après on va lui demander de regarder si son travail a été bien fait, pour pouvoir savoir quelles sont les prochaines étapes à faire. Et du coup, ça donne pas beaucoup d'indépendance à l'intelligence artificielle, ça donne juste un moyen de savoir comment lui donner de nouveaux ordres, tu vois. Ouais, bon, en gros, on l'utilise principalement pour faire des sortes d'esclaves, quoi. Ouais. On est reparti sur une phase, on va esclavagiser... Mais voilà, quand on sera à ce stade-là, ce sera compliqué de remettre en question une forme de conscience quand même. Hein. Mais du coup, attends, ça veut dire que éthiquement, pour toi, une fois que enfin, si on va un peu, enfin, ce que tu décris là, ça semble être pas si loin dans le futur, quoi. Bah après, tu parles d'éthiquement, mais est-ce qu'il y aura une souffrance? Est-ce qu'il y aura vraiment un concept de mort? Là, ça devient beaucoup trop compliqué parce que techniquement, chez les humains, la souffrance, c'est juste des signaux électriques dans le cerveau aussi. Donc, c'est trop dur. On verra ça quand ça arrivera, ok? C'est des grosses questions, les gens. Mais c'est trop intéressant. Moi, je trouve ça tellement intéressant. Puis aussi, juste, ça te fait pas flipper de te dire, genre, on est au début de la phase où l'humanité construit des intelligences artificielles. Non, et peut-être de notre vivant, on va avoir une explosion de tout ça. Ça me fait pas vraiment peur parce que, en fait, on a déjà une explosion d'intelligence. Il y a 8 milliards de cerveaux actuellement, dont une énorme majorité est meilleure que vous dans plein de domaines, en fait. C'est vrai, hein, ouais. Actuellement, c'est ça qui me rend fou. Les gens, ils ont peur, ils disent « Quoi? Mais on pourra plus faire des feuilles Excel ?» Actuellement, il y a déjà 4 millions de personnes, 4 milliards de personnes qui sont mieux que vous pour faire des feuilles Excel. Je suis désolé de vous le dire. Et pourtant, vous avez une singularité. Vous avez un rôle que vous voulez jouer au sein de la société qui fait que vous êtes une pièce utile. Tu vois? Donc moi, ça me fait pas autant peur que ça. Par contre, si on fait les cons et qu'on met pas en place une forme de socialisme avant d'automatiser la plupart des tâches qu'on fait actuellement, ouais. Là, on est dans la merde. Parce que là, on est en train de créer une situation où un très petit nombre de personnes ont un contrôle total des moyens de production. Et derrière, nous, on n'a plus aucun moyen, on n'a plus aucun moyen d'avoir un accès aux ressources. Donc après, si vous voulez vous retrouver dans un monde où régler des problèmes est un problème,
ce serait dommage, quoi. Tu te rends compte, on a inventé la machine à laver. Ouais. Ça permet de plus aller battre ton linge à la rivière. Mais là, c'était dans un système où battre le linge à la rivière, en fait, c'était chiant, ça. Et c'était pas Ouais. payé. Et du coup, c'était considéré comme une innovation. C'était une bonne chose. On a supprimé ce travail horrible d'aller battre son linge à la rivière. Mais en Carrément. fait, on peut créer des systèmes dans lesquels toutes les tâches chiantes sont des tâches que, quand elles sont remplacées, on est content. Il suffit de mettre en place un système dans lequel il y a une redistribution et une réduction des inégalités qui permet de se dire « Ah super, on a réduit le temps de travail nécessaire à l'échelle de l'humanité, donc on va pouvoir tous baisser notre temps de travail à l'échelle individuelle. » Mais pour... Oula, est-ce que tu proposes c'est l'URSS là? On a déjà essayé, ça n'a pas marché? Non, c'est ce qu'on fait. C'était d'ailleurs les propositions des libéraux. C'était les libéraux disaient que au jour d'aujourd'hui, on serait à 20 heures de travail par semaine. Hein. Le problème, c'est que les libéraux, ils croyaient qu'on serait pas débiles, en fait. Les vrais libéraux dignes de ce nom. Absolument. Ouais, j'espère qu'on vous a pas perdu, les gens. Mais on est parti loin. On vous retrouve, puisque là, c'est le segment questions-réponses avec les auditeurs. Je suis fier de la transition. Ouais, on a plein de questions. En plus, cette semaine, elles sont pas mal. Bah alors, let's go. On a une première question sur les brevets et tout. Ça, c'est intéressant. Pensez-vous qu'il faut... Attends. Ah. Tu mets pas une petite pause pour... Parce que les gens, ils ont dit ils voulaient carrément un petit segment audio quand on passait au segment questions-réponses. Ah, ils veulent un deuxième jingle. Un truc du en style... gros, on peut faire... quelque chose comme ça. Genre, segment questions-réponses. C'est avec la voix de carambolage sur Arte, tu vois. Ouais. Et maintenant... Attends. Et maintenant, le segment questions-réponses. Questions-réponses. Tu sais, il faut le redire, mais chuchoter après. C'est le truc le plus arté de tous les temps. Ok, c'est bon. C'est bon, on peut y aller. Maintenant, on peut poser la question. Pensez-vous qu'il faut 100% abolir les brevets? Que tout soit open source, open data, licence commune, libre de droit, etc. afin de libérer l'innovation, la circulation des résultats de recherche pour l'intérêt général et l'intelligence collective? On avait déjà répondu un peu à ça, non? Alors, on avait parlé des brevets. C'était tangentiel. On avait répondu à une question très proche. Du coup, moi, je propose qu'on y réponde sur ce qu'on n'avait pas répondu la dernière fois. Moi, je vais répondre sur la question de est-ce qu'il faut tout considérer comme quelque chose à rendre open source, totalement accessible, libre de droit, etc. Moi, je dis non. Moi, je dis non aussi. Et je me sens assez seul parmi les gens qui se disent libristes, donc le mouvement des gens qui voudraient défendre les logiciels open source, libre d'accès, libre de droit, etc. Je me sens assez seul parce que moi, je pense qu'il faut faire une différenciation entre ce qui est un outil et ce qui est une œuvre d'art. Ok. Et qu'une œuvre d'art, elle a besoin d'une vision. La vision d'un artiste. La vision, du coup, d'un ou de plusieurs, ça peut être des collectifs, mais en fait, ça a besoin d'une vision définie sur laquelle il ne peut pas y avoir vraiment de choix démocratique, c'est vrai que d'intervention d'utilisateurs. Tandis si tu penses à de la musique, est-ce qu'on va dire les artistes doivent publier j'ai même pas dit la différence avec l'autre. Ouais. Voilà. Est-ce qu'ils vont publier les tracks piste par piste de tous leurs morceaux? Bref, vas-y, continue, pardon. Oui, donc d'un côté, il y a les œuvres d'art, et de l'autre côté, donc les œuvres d'art, il y a besoin d'une vision. On sait pas vraiment à quoi ça ressemble maintenant, mais il y a des gens qui ont en tête exactement ce qu'ils veulent au final, ou ce qu'ils veulent faire ressentir, tu vois. Tandis que de l'autre côté, on a des outils, et eux, les outils, ils fonctionnent pas de la même manière. Les outils, ils ont un cahier des charges. Un cahier des charges que tout le monde peut regarder, sur lequel tout le monde peut contribuer, et sur lequel tout le monde peut faire avancer pour se rapprocher de ce cahier des charges. C'est-à-dire, donc l'outil a besoin de résoudre un problème. Et donc toi, tu sépares en deux, en fait, les... Ouais. Là, on parle quand même pas mal des logiciels open source, open data. Après, sur les droits, il y aurait genre les films, la musique et tout, mais toi, tu sépares vraiment en deux catégories. Les logiciels, par exemple, tu as les outils et les œuvres d'art, quoi. C'est ça pour toi? Ouais. Et du coup, pour moi, c'est très important que les outils qui peuvent être utilisés par n'importe qui
pour pouvoir servir, pour créer du contenu, pour améliorer la vie de chacun, ces outils-là, ils doivent être le plus libres, ils doivent être mis en commun, parce que ça va servir à tout le monde, tu vois. C'est vraiment un bien commun. Et derrière, ces outils-là, ils sont clairs sur ce qu'ils veulent mettre en place. Un outil, c'est un outil. Ouais. On sait ce que tu veux faire avec cet outil. Il peut y avoir des variations, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas comme une œuvre d'art où je pense, moi, personnellement, que la plupart des œuvres d'art, il y a des œuvres d'art dont c'est le but, la participation des gens, tu vois. Mais la Tu plupart mettrais les jeux vidéo dans les œuvres d'art, bien sûr. Bien sûr que les jeux vidéo sont des œuvres d'art. Donc ce serait, les œuvres d'art, c'est tout ce qui est un aspect artistique. Et du coup, les œuvres d'art, pour moi, du coup, il y a une vision. Et je pense que la participation, oui, c'est ça. Mets tous les layers de Mona Lisa en libre accès et chacun fait un fork de Mona Lisa en proposant. Est-ce que du coup, est-ce que ça aurait la résonance quand c'est noyé dans toutes les propositions différentes? Est-ce qu'on aurait la résonance de se dire c'est ça en fait qu'on voulait faire? C'était pas juste une image de quelqu'un, tu vois, genre. Après, il y a des gens qui disent que les jeux vidéo, avec le code pas libre, ça fait que c'est difficile pour les gens de développer des mods et que est-ce que ça serait pas plus simple si c'était open source? Bon, après, les modeurs, ils arrivent à faire des choses Ouais, mais incroyables même avec du du code coup, pas open source. c'est là qu'il y a un désaccord. Est-ce que les mods, est-ce que c'est une bonne chose, les mods? Bah, tu peux voir comme des œuvres d'art qui Est-ce que c'est pas viennent se greffer à d'autres œuvres d'art pour les améliorer ou les modifier, tu vois? Mais en fait, moi, mon problème, c'est est-ce que si les mods, au lieu que ce soit des choses à la marge, parce que tu as remarqué qu'on parle de modification. Ouais. Est-ce que si c'est des choses à la marge, ça permet quand même de reconnaître le statut de voilà ce que les créateurs voulaient proposer. Et après, si vous voulez, vous pouvez divertir de cette création et utiliser des modes pour voir d'autres choses qui sont possibles, tu vois. Tandis que si le code est ouvert, là, on aura la frontière entre ce qui était voulu de transmettre en tant qu'œuvre d'art et ce qui est possible de modifier par les autres joueurs, la frontière cède assez rapidement, tu vois. Ouais, donc tu vas plus avoir genre des équipes de modeurs hyper dédiées qui vont faire un truc spécifique, mais tu pourras avoir genre n'importe qui peut arriver, modifier des valeurs d'une variable. On sait plus c'est quoi le jeu. Compiler, en fait. Faire un jeu, on sait plus. Ouais. Parce que il y a beaucoup de jeux. Versions du jeu, ouais. Il y a beaucoup de jeux. Parce que là, on est parti sur les jeux, mais ça pourrait être pareil pour la musique. Il y a beaucoup de jeux. En fait, il y a des passages dans le jeu qui sont pas marrants. Il y a des passages dans le jeu, il y a beaucoup de joueurs qui veulent que ce soit retiré, modifié. Ouais, c'est vrai. Enlevé carrément. Par exemple, des options d'accessibilité. Sauf que, des fois, ça fait partie de l'œuvre. C'est-à-dire que, je vais donner un exemple tout bête. Animal Crossing, il y a énormément de trucs chiants dedans. Tu passes des heures chaque jour à creuser des fleurs, qu'est-ce qu'on s'en fout? Tu vois, un joueur lambda, il disait non, moi je veux pouvoir aller à cet endroit-là, appuyer sur un bouton, j'ai infini argent et comme ça je peux acheter n'importe quel. Parce que moi je veux juste décorer mon île. Et non, en fait, moi, en jouant au jeu, la satisfaction que j'en ai retirée, c'est pas que mon île était belle. La satisfaction que j'en ai retirée, c'est j'ai réussi à rendre mon île belle avec tous les obstacles qui étaient proposés. Ouais, c'est ça. C'est que c'est la satisfaction d'avoir toi-même grind le truc. Ouais. Donc ouais, c'est une question compliquée parce que oui, oh mon Dieu, t'as rendu privé le code. Moi je dis les outils devraient être libres d'accès. Donc toi tu parlais par exemple, oui il y a des jeux, du coup c'est dur de modder dessus. Bah moi je connais par exemple sur, je crois que c'est Bethesda, ils proposent un logiciel qui est en fait un logiciel qui permet de créer du contenu. Oui, ouais. Oui, ils ont facilité, oui. Ouais. Et cet outil-là, let's go, on le rend open source. Mais ça, c'est pas le jeu, tu vois. Donc en fait, le moteur de jeu, oui, faisons l'open source, comme ça, n'importe qui pourrait reprendre le même style de jeu et essayer de faire des modes dessus, pourquoi pas. Shout out Godot. Mais le jeu lui-même, moi, je trouve que ce serait un peu perdre le message, en fait.
Ouais, qu'on je vois essaie ce de que tu veux transmettre. dire. Bah, juste, moi, je prends l'exemple d'un film où, par exemple, ouais, tu dis, il y a des passages où les gens sont pas d'accord ou aiment pas ça. Imagine une scène d'un film qui te rend super mal à l'aise, mais en fait, c'est ce que voulait le réalisateur ou la réalisatrice. Est-ce que tu vas dire, bah, maintenant, tout le monde peut, genre, enlever cette partie-là du film? Techniquement, les gens peuvent le faire aujourd'hui, c'est pas très dur, mais ouais, je vois le truc, ouais. Ouais, non, c'est compliqué comme question, hein. Après, est-ce que, donc, toi, pour les outils, ça devrait tout le temps être open source, mais est-ce que c'est quoi donc, sur l'argument de, oui, mais imagine, moi, j'ai trouvé un meilleur algorithme de compression que les compétiteurs, et on veut que le marché encourage la compétition entre les gens, parce Bah, que la compétition amène de l'innovation, et donc on va quand même les ok. laisser faire un Bah, truc ok, bah privé. fais un crowdfunding pour rendre open source le code que tu expliques ce que tu as réussi à faire. Tu fais un crowdfunding pour dire je suis trop content d'avoir fait ça, donnez-moi de l'argent et je rends open source le code. Ah, ok, j'aime bien. J'aime bien cette réponse. Non, en vrai, j'aime bien. Ok, passons à une autre question. Ouais, merci pour cette question. Alors, ok, ça c'est une grosse question. Bonjour et merci pour ce que vous faites. De rien, déjà. Ça fait plaisir que tu commences comme ça. Est-il injuste que les femmes trans puissent participer à des compétitions sportives en catégorie femmes? Des exemples récents ont été surmédiatisés. Ouais, c'est vrai, c'était de la folie. Ah, ils en À parlent quoi tellement. ressemble une opinion neutre sur ce sujet? Ok, moi j'ai une take là-dessus. Euh, Toutes les compétitions sportives sont injustes. En fait, pour moi, c'est dans la nature d'une compétition sportive, d'accord? Pourquoi est-ce que Usain Bolt court plus vite que vous? D'accord, il y a son entraînement incroyable, il a énormément travaillé, mais genre à un moment, il y a sa génétique, les gens. Là, dans toutes les compétitions sportives, il y a un aspect de base de désolé, génétiquement, t'es pas tombé sur sur la bonne combinaison de gènes et juste tu vas pas pouvoir performer aussi bien que d'autres personnes dans ce sport en particulier, d'accord? Dans le basket, par exemple, sur la taille. Enfin bref, vous êtes au courant de ça. Intrinsèquement, les compétitions sportives ont déjà une barre d'injustice de base. Bon, après, bien sûr, il y a énormément de travail. Les athlètes de haut niveau travaillent au cours de toute leur vie pour améliorer leur performance, leur technique, etc., etc. Donc voilà, je pense que c'est important de juste remettre cette information de base quand on parle de ce sujet-là. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, mon avis va pas être. On veut ton. Ici, on n'a pas peur de dire les termes, ok? On dit les vrais Il va avis. pas être accepté, je crois. En Dis-le. fait, j'en ai tellement rien à faire des résultats sportifs. Aïe. Je pense que c'est tellement inintéressant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est on a réussi à aller genre, quel est le top résultat de tout le monde, quel que soit le genre, et du coup, ça m'intéresse comme concept, tu vois. Je me dis, l'humain, c'est ça, sa capacité, en fait, on a repoussé les limites, je sais pas quoi. Donc, des fois, je m'intéresse à ce type de résultat. Moi, ça m'avait intéressé de savoir qu'on avait. Un humain avait couru un marathon en moins de 2 heures. En moins d'une heure? Non, en moins de 2 heures. Le marathon complet, en moins de 2 heures. Doit être moins de 2 heures, ouais. Et du coup, ça m'avait impressionné. Mais les résultats, qui est en premier, qui est en deuxième, qui est en troisième, oui, ça a des enjeux pour les gens qui vivent là-dedans, mais en faire un sujet de société, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche, les gens? Non, enfin, ouais, il y a un côté ridicule à ce sujet-là. Après, bon, pour vraiment rentrer dans le sujet, hein, Ah, je. ouais, le problème, c'est est-ce qu'on va vraiment prendre toutes les caractéristiques d'un humain et se dire, ah oui, mais attends, comme tu disais tout à l'heure, c'est génétique, tu vois. Oui, mais attends, moi j'ai pris la chromato. Je sais plus comment on appelle, pour voir tous les chromosomes de la personne. Ouais. Et vu que la personne a ce chromosome-là, ce chromosome-là, ce chromosome-là, c'est des gènes qui sont exprimés, des allèles exprimés, et ça veut dire que cette personne a plus de chances qu'un autre joueur. Est-ce qu'on doit du coup pas lui rajouter un handicap? Et qu'est-ce qu'on fait? Du coup, on fait quoi? Parce que là, c'est pas une question du genre, du coup. On remet en question complètement le concept même de compétition sportive.
comme tu disais tout à l'heure. Du coup, oui, C'est ça. bah dans ce cas-là, cette personne-là, même chez les hommes, vous regardez chez les hommes, il y a des hommes qui ont plus de testostérone que les autres hommes. Il y a des catégories d'expression genrée Totalement. dans un même sport, dans un même genre. Vous allez avoir des femmes, par exemple, qui vont avoir un taux de testostérone plus élevé naturellement. Naturellement. Bah oui, Plus bien élevé sûr. que ce qui est considéré légitime parce qu'ils ont mis en place des niveaux de testostérone pour les personnes trans pour dire si vous êtes au-dessus de ce niveau de testostérone-là, vous n'avez pas le droit de concourir. J'ai bugué là, mais c'est bon. Concourir, ouais. Oui, oui, ils ont Et en carrément fait, mis ça ils et ont ça a trouvé- discriminé des femmes qui ont Voilà. beaucoup de testostérone, notamment des femmes noires. Notamment des femmes Donc, noires, comme par hasard. marrant, quoi, hein. Les systèmes sont pas du tout adaptés pour les femmes noires, mais bon. Et du coup, en fait, on se rend compte que, oui, il y a des gens qui ont plus de testostérone, oui, ça leur donne un avantage compétitif, oui, ça s'appelle le sport. Et oui, tout le monde n'est pas censé avoir la chance de gagner dedans. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et des gens aussi, qui- un ouais. autre appel. Un autre appel, c'est les femmes trans qui transitionnent en prenant des hormones. Enfin, juste quelques mois et ensuite quelques années sous œstro. Je ne sais pas si vous rendez compte de l'effet que ça a sur le corps. Enfin, c'est littéralement... C'est comme si tu prenais un produit qui juste te sapait de toutes tes capacités physiques. Hein, parce que pour la masse musculaire, pour la densité osseuse, prendre des hormones féminisantes pour une femme trans, ça fait nettement diminuer quand même voilà, les capacités musculaires du corps, etc. C'est juste une réalité biologique. Donc ouais, si c'est une femme trans qui est en début de transition, au début des hormones, ok, mais genre au bout d'un certain temps, les études que j'ai lues là-dessus, parce qu'en fait, le problème c'est qu'on a des études là-dessus, mais qui sont sur des données très 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 faibles, parce que ça concerne tellement peu d'athlètes, les gens. Enfin, réfléchissez, déjà, les personnes trans au sens large dans la société, c'est quand même une très petite minorité. Ça dépend de ce que vous prenez en compte, mais en tout cas, les personnes trans qui transitionnent médicalement en prenant des hormones et tout, c'est vraiment pas beaucoup de gens. Et en plus, vu que c'est une catégorie de gens qui sont discriminés systémiquement dans la société, pour que ces personnes accèdent dans les milieux du sport de haut niveau, etc., il y a déjà tellement de barrières. Et donc, au final, on se retrouve avec un nombre de femmes trans. Parce qu'évidemment, pour les hommes trans, ça, on n'en parle jamais de ce sujet-là, parce que du coup, les transphobes là-dessus ne peuvent pas s'en servir pour attaquer les personnes trans. Hein. Mais donc, ça concerne tellement peu de gens, c'est tellement peu l'échantillon de gens, qu'on a beaucoup de mal à connaître scientifiquement à quel degré les femmes trans gardent techniquement un avantage parce qu'elles ont... quand elles n'ont pas pris de bloqueur de puberté, elles ont traversé une puberté masculine et du coup, plus de densité osseuse, plus de masse musculaire, etc. Enfin, d'autres facteurs qui améliorent tes performances sportives techniquement. Et du coup, Mais bon, après, on peut aussi remettre en question les catégories. Pourquoi est-ce qu'on fait des catégories hommes-femmes ? Enfin, dans certains sports, c'est pas que ça. Il y a des catégories de poids aussi, parce qu'on s'est dit, c'est pas juste de mettre des boxeurs de 120 kilos face à des boxeurs de 60 kilos, etc. Donc, ouais, il y a toujours eu ce truc-là de dire comment est-ce qu'on découpe les catégories pour rendre le sport, entre guillemets, plus juste. Enfin, c'est un peu sans fin comme truc, quoi. Est-ce que c'est vraiment si important que ça dans la société ? Bref. T'as autre chose à dire là-dessus ou pas ? Non, mais moi j'en ai à peu près rien à faire de. Ouais, bon, bref. Je vois Voilà. juste que c'est un moyen de créer des paniques morales. Totalement. Oh mon Dieu, regardez, ils sont en train de voler des places à des femmes, je sais pas quoi. Bon. Non, en fait. Moi, je dis les femmes cis, faites mieux. Hein. C'est mon avis final sur la question. Je comprends même pas l'avis du coup. Bref. On passe à la prochaine question. Tu vas pas expliquer. Non, j'expliquerai pas. On a une question. Ah, question pour Mulch. Quelles sont tes recommandations en marque de casquettes ? Ça, c'est compliqué. En marque, genre, je dois vraiment faire la promo de marque. Moi, je dis acheter les casquettes golf de Tyler, le créateur.
Voilà, non, je sais pas. Je sais pas, Van Dutch, apparemment, c'est à la mode, j'en sais rien. Maintenant que c'est à la mode, ne les achetez pas parce Mais que sinon vous faites recommande, comme tout le monde. recommande pas des marques. Mais c'est Moi, littéralement la question. La personne a payé pour que je donne des noms de marques. Moi, je vois ça comme un. C'est comme une sponsor, tu vois. Je suis Je pas suis à payé l'aise pour. avec le fait de recommander des marques, moi. Hein. Bon. Je crois que je vais devoir. C'est Je pour ça crois que les questions étaient pour Attends, moi et pas pour toi. annonce officiellement, tu ne recommandes pas, tu n'as pas été payé par Ok, les gens, je recommande aucune de ces marques-là. Je recommande la future marque de casquette qu'on lancera Ah, quand parce que tu sais quand que on je aura crois. trouvé. Non, ça, c'est un vrai projet qu'on a à un Vas-y. moment, les gens, on le fera. En fait, je cherche activement une coopérative française, parce que quand même, il faut être un petit peu patriote sur ce podcast. Une SCOP possédée et gérée démocratiquement par les travailleurs. C'est un type d'entreprise qui existe aujourd'hui en France. On n'en parle pas beaucoup, mais ça se développe de plus en plus. Moi, je cherche. Et t'aimerais déléguer la création de ces Ouais, casquettes. En fait, Et j'ai envie de faire du merch. J'ai envie de faire du merch, mais le rendez-nous, etc. est-ce qu'ils auront un pouvoir décisionnel sur ce qu'il y aura sur les casquettes? Ah bah après, on peut commander certains designs à la coopérative. Mais Tiens, on veut une tiens, coopérative qui fait des tiens, t-shirts, des casquettes, des tiens. hoodies, des trucs comme ça, et on lancera du merch exclusif, le rendez-nous. Ça a pas l'air d'être une coopérative, ça. Hein. Comment ça c'est pas une... Mais si, c'est l'entreprise. Si tu délègues des trucs, ils sont obligés de le faire parce que c'est toi qui as le pouvoir financier. À mon avis, ça marche pas trop, ça marche plus trop. Hein. Ça s'appelle un client. Non, bah du coup là, le principe de coopérative fonctionne plus là. Je serai pas le seul client, ce sera une coop qui juste imprimera des t-shirts et des Non, casquettes, mais comme c'est déjà fait. si t'es à l'aise avec le concept, pourquoi pas? Bref, donc je vous recommande, voilà, réponse, je vous recommande la future casquette, le rendez-nous Ok, ok. C'est officiel. bon, on n'aura pas besoin d'annoncer qu'il y a des sponsorisations, qu'il y a des sponsors dans la vidéo. Ah là là, ok. Ok, Pensez-vous, vas-y. Prochaine pensez-vous question. souvent à l'Empire romain? Pensez-vous souvent à l'Empire romain? Non. Prochaine question. Oui, la réponse est non. Je pense pas souvent à l'Empire romain. Intéressant. Désolé. Non, franchement, posez des questions comme ça, hein, n'hésitez pas, mais... L'économie est-elle une science? Quelle confiance lui accorder? Oula! Ah ouais, d'accord. Ok, là, on part sur une grosse question. L'économie est-elle une science et quelle confiance lui accorder? Je te laisse commencer, hein. Moi, je pense que déjà le concept même de science, c'est c'est l'étude de la nature et des fonctionnements. Tu vois, la science elle-même, je pense qu'il y a une incompréhension du fonctionnement de la science. Et souvent, comme toi, tu l'avais dit dans un de tes streams récents, que souvent on parle de loi scientifique, on parle de la loi de quelque chose. Et en fait, dans la science, on ne fait que des modèles. On essaie de voir qu'est-ce qui n'a pas été prouvé faux jusqu'à maintenant, en fait. C'est ça, La ouais. science n'a pas pour but d'expliquer le réel. Malheureusement, on n'en est pas capable. On n'est pas capable, ça c'est de la métaphysique, on ne sait pas trop comment faire. Donc en fait, la science, ce qu'elle fait, c'est juste elle propose des hypothèses qu'elle va essayer de tester, et si l'hypothèse n'a pas été prouvée fausse depuis très longtemps, elle sera admise comme un consensus. Mais il y aura toujours un arrière-goût d'insatisfaction parce que on a juste choisi au pif un truc et pour le moment ça a l'air de marcher, quoi. Et dans 3 jours, on va se rendre compte que non, ça marche pas. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui, cet arrière-goût, ils aiment pas du tout. Ouais. Et du coup, ils vont juste se dire non, 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 c'est vraiment ça en fait. On a réussi à prouver que c'était ça. Non, en fait, la science ne prouve jamais que rien est vrai. Elle peut prouver que que des choses sont fausses et donc que des choses sont probables et elle peut établir des consensus. Et ces consensus-là, malheureusement, beaucoup de gens vont les faire devenir des lois, vont dire c'est comme ça la norme et vont cristalliser presque d'un point de vue religieux, des fois sur certains modèles. Ils vont dire c'est comme ça que fonctionne le monde et vont commencer à te dire il y a vraiment une particule qui fait ça et tout. Non, en fait, on n'a jamais vu les trucs. On a juste utilisé des outils qui nous permettent d'expliquer des choses. On n'a jamais vu de nos yeux, par exemple, un photon. C'est pas possible de voir un photon. Puisqu'un photon est Par absorbé pour exemple, pouvoir le voir. Donc c'est une invention de l'esprit pour expliquer des mécanismes. Donc tout ce qu'on parle en science, tout ce dont on parle en science, ce sont des modèles qui fonctionnent jusqu'à maintenant. Qui ont fonctionné à peu près jusqu'à maintenant. Et encore, on utilise des modèles qui ne fonctionnent pas en fait, dans la plupart des cas. Mais ça fonctionne assez bien pour les usages qu'on en a. Donc par exemple, toute la physique newtonienne est fausse. Par contre, c'est-à-dire qu'elle ne correspond pas au réel. Par contre, elle correspond assez au réel pour pouvoir faire des trucs
à l'échelle macroscopique, donc on se gêne pas pour l'utiliser. Mais il faut comprendre très clairement que je ne suis pas en train de vous expliquer pourquoi une balle de tennis va aller à cet endroit-là en utilisant une parabole. La parabole, c'est une description du mouvement, parce que jusqu'à maintenant, la balle, elle a suivi la courbe parabolique. Mais jusqu'à maintenant, on a observé que c'était le cas. Et donc, on a créé un modèle. On a dit, bon, bah, vu que ça suit ça, on va pouvoir, du coup, essayer de prédire en partant du principe que les lois, entre guillemets, de la physique vont pas changer du jour au lendemain. Oui, par exemple, on pourrait techniquement, parce là, dans le modèle standard, on utilise le modèle comme quoi il y a 4 forces fondamentales qui régissent les interactions dans l'univers, forte, faible, gravitationnelle, électromagnétique, d'accord? Qu'est-ce qui nous dit qu'en fait, il n'y a pas une 5e force qu'on n'a pas encore découverte qui nous permettrait d'expliquer une future observation qu'on n'a pas encore faite, qui ne rentrerait pas, enfin, qui serait un contre-exemple à tout ce qu'on a connu pour l'instant. Peut-être qu'on aura des nouveaux instruments qui nous permettront d'observer quelque chose. Et on va dire, oula, en fait, ça ne correspond pas à tout notre modèle et va falloir rajouter quelque chose dans le modèle de description des interactions physiques dans l'univers, quoi. Hein. Et voilà, juste pour illustrer le truc. Ouais. Pour revenir à l'économie, du coup, l'économie est-elle une science ? Eh ben, je pense que beaucoup de personnes qui disent que l'économie est une science le voient de la manière un peu biaisée dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est le moment où vous prenez la science comme une religion. Je pense qu'on appelle ça le scientisme. Ouais. C'est le moment où, au lieu de faire de la science, vous prenez les consensus scientifiques comme des réalités du jour au lendemain. Ouais, c'est ça, le scientisme. Voilà, et du coup, je pense que beaucoup de gens qui disent que l'économie est une science l'entendent dans leur tête comme l'économie est aussi a autant de légitimité qu'un consensus scientifique. Et ils parlent pas de l'économie en elle-même, ils parlent des principes économiques qui faisaient consensus pour les néolibéraux, en fait. Et donc, la plupart des gens qui disent que l'économie est une science le voient de cette manière-là. Moi, je veux bien dire que c'est une étude de rapport de l'économie. C'est une étude de rapport qui se base sur des échanges de ressources. Et du coup, pourquoi pas dire que c'est une science ? C'est une science plutôt molle. Quand on fait la différence entre les sciences dures, sciences molles, etc., ça se rapprochera plus d'une science comme la sociologie ou comme l'anthropologie que d'une science comme la physique, la chimie, les mathématiques, pour moi. Et donc, il va falloir plus l'étudier comme étant quelque chose proche de la culture, des biais cognitifs, de comprendre la philosophie et la psychologie des acteurs. Et ça, c'est pas quelque chose qui est fait actuellement. Il y a dans pas mal de gens qui font de l'économie, il y a un dogme comme quoi les acteurs seraient purement rationnels en économie. Et ça, c'est malheureusement ou heureusement, hein, parce que c'est aussi ça qui fait un peu le bonheur du quotidien, c'est de ne pas être des robots non plus. Et du coup, l'économie est souvent étudiée en partant du principe que les acteurs vont tous être des robots, vont tous avoir des raisonnements purement rationnels sur le marché, et du coup vont se dire, ah bah cette voiture est moins chère et pollue moins, je vais l'acheter. Et en fait, il y a eu une pub avec un acteur hyper célèbre la veille, et en fait les gens vont tous acheter la voiture, la plupart vont être biaisés, parce qu'il y a eu du marketing qui a été fait. Et du coup, ils vont pas acheter le truc le plus efficace. Et en fait, c'est ça. Enfin, en fait, concrètement, mais là, vraiment, on parle des modèles économiques. Comme on dit, c'est quoi le terme genre, il y a hétérodoxe et il y a... c'est quoi l'inverse de hétéro... Enfin, bon, bref. Non, tu sais pas. C'est c'est les modèles plutôt orthodoxe. Du néolibéralisme orthodoxe. Voilà. Ouais, l'économie orthodoxe, un peu classique, celle qui est enseignée et tout. En fait, oui, il faut jamais oublier qu'il y a des hypothèses de départ très, très, très particulières pour pouvoir ensuite déduire mathématiquement un tas de fonctionnements. Donc, quand vous entendez certaines théories plutôt du camp libéral. Mais après, le truc qui est vraiment fou, c'est qu'ils ont fait, pendant des décennies, tous ces économistes orthodoxes, ils ont développé des modèles mathématiques super complexes en rentrant dans le fonctionnement des marchés, comment atteindre un équilibre optimal des marchés. Enfin, et vraiment, il y a pas mal... Et ça, c'est dénoncé par même beaucoup d'économistes aujourd'hui qui remettent en question un peu les dogmes de l'économie orthodoxe, qui critiquent vraiment cet aspect de se draper dans des modèles mathématiques super compliqués,
dans beaucoup de jargon, beaucoup de choses comme ça, et dans cette esthétique d'être une science exacte et tout, mais sans jamais mentionner le truc du début qui est toutes les hypothèses de départ sur comment se comportent les acteurs sur le marché, hypothèses qui sont clairement pas vérifiées dans la vraie vie. Et il y a plein d'économistes orthodoxes qui même disent oui, bien sûr, les hypothèses sont pas vérifiées dans la vraie vie, mais il s'avère que le modèle semble quand même fonctionner à peu près. Après, quand vous regardez dans les détails, souvent ils ignorent à chaque fois dans tel pays où en fait, pas du tout, la réalité ne colle pas du tout au modèle. Et voilà, il y a juste beaucoup de personnes qui se disent économistes et qui se disent scientifiques et en fait qui ignorent une grosse partie des données empiriques pour justement continuer de soutenir certains modèles et certaines théories économiques pour des raisons floues, on va dire, hein, pour des raisons floues. Du coup, la suite de la question, je vois les petits filous qui font 2 questions en une. Pourquoi pas? Non, c'est super. Quelle confiance lui accorder? Quelle confiance lui accorder? En fait, encore une fois, il faut revenir à la source. Dès qu'une affirmation est tenue, il faut regarder est-ce qu'il y a des études empiriques qui ont été menées? Est-ce que ce sont des raisonnements logiques? Dans le cas de raisonnement logique, est-ce que vous êtes d'accord avec les axiomes de départ qui ont été faits? C'est-à-dire, est-ce que les points de départ des raisonnements logiques sont valides selon vous dans la vraie vie? Est-ce que le raisonnement logique n'est pas fallacieux aussi? Ouais. Et en fait, à partir de là, je pense que comme n'importe quelle affirmation, oui, ça peut être utile. Les études qui sont faites en économie, ça peut être très utile de les utiliser. Il y a des statistiques qui ressortent qui peuvent être super utiles pour avoir des infos et tout. Moi, je pense, oui, l'économie, il faut pas... Parce que, comme on disait tout à l'heure, c'est un domaine qui est envahi par des gens qui croient dans l'économie orthodoxe néolibérale. Je pense pas que ce soit une raison suffisante pour que nous, on s'y intéresse pas, en fait. Ah non, justement, pour moi, c'est tout l'inverse. Hein. Pour moi, on doit s'intéresser un maximum à l'économie. On doit développer même des théories qui décrivent plus précisément, qui modélisent peut-être plus précisément la vraie réalité. Peut-être en prenant en compte peut-être plutôt des modèles du capitalisme comme les modèles marxistes, les choses comme ça, en remettant en question bien sûr les éléments qui sont prouvés faux entre-temps, hein, parce que je sais qu'il y a des théories là-dedans qui sont hautement questionnables, la diminution tendancielle du taux de profit, enfin bon bref, je ne vais pas rentrer dans le jargon, mais voilà, mais totalement, il faut faire, moi je suis pour qu'on fasse un maximum de modèles et qu'on essaye de les tester par rapport aux données qu'on a et de voir qu'est-ce qui colle le plus au vrai fonctionnement pour avancer là-dedans. Hein. Je vois des petits commentaires intéressants. C'est vrai que là, on parle de l'économie telle qu'elle est perçue, mais un shout-out énorme à tous les économistes qui sont là-dedans déjà actuellement et qui essaient de faire bouger les curseurs. Les économistes atterrés, des économistes tels que Lordon, par exemple, qui essaient de remettre en question le rôle qu'est censé avoir l'économiste sur ces questions-là. J'ai bien aimé sa vision même du domaine de l'économie. Et aussi sur le fait que si on considère que c'est une science, alors ça ne peut pas être prescriptif. C'est-à-dire que si on considère que l'économie est une science, elle ne peut pas nous expliquer ce qu'on doit faire. Elle peut juste nous donner des éléments d'information. Et tous les gens qui disent l'économie nous pousse à faire ci, nous pousse à faire ça, en fait, sont en train de faire, comme je disais au début, du scientisme, de considérer qu'il y aurait des lois définies par la science qui nous pousseraient à faire des choses, alors que non. Toutes les décisions qui sont prises du fait de faits économiques sont des décisions politiques et non pas des décisions impliquées par une découverte économique, tu vois. Ouais, exactement. Bref. Donc du coup, faisons le plus de modèles économiques de plein de façons et des meilleures façons qu'on peut, et utilisons-les pour informer ensuite des politiques qu'on décidera collectivement, qu'on essaiera de faire le plus dans l'intérêt général. Ouais. Trop bien. On a une question qui est tombée pendant le podcast. Alors, juste avant, un remerciement, parce que vous pouvez aussi uniquement, donc, sur lerendezvous.fr, si vous n'avez pas forcément de questions ou vous n'avez pas envie que votre question apparaisse, vous pouvez juste faire un don, en fait, pour soutenir notre contenu. Aussi. Nous, ça permet de, à terme, rendre viable la création de ce contenu. On adore, en fait, faire ce contenu, mais ça serait bien qu'on puisse le faire
sans que ce soit un problème pour nous économiquement, quoi. Financièrement. S'il vous plaît. Et du coup, un gros merci à une personne qui nous dit lâchez rien. Donc voilà, je tenais à shout out ça fait plaisir, un petit don avec un lâchez rien, ça nous fait plaisir, merci. Ouais, merci beaucoup, ça fait trop plaisir. On va rien lâcher, t'inquiète pas. Ouais, alors on a une question qui est tombée pendant le podcast. Pensez-vous qu'il est plus efficace de combattre les idées contre votre modèle, par exemple les idées fascistes, les idées libérales, ou bien de promouvoir votre modèle à vous? T'as un avis là-dessus? Moi, je dirais il faut faire les deux, mais après la personne me demande qu'est-ce qui est le plus efficace entre les deux. Donc j'ai pas envie non plus d'éviter complètement la question en disant les deux. Qu'est-ce qui est le plus efficace? Probablement de promouvoir mes idées, c'est probablement plus efficace en fait. Je préfère faire un truc, je pense que ce qui manque en ce moment chez beaucoup de gens, c'est proposer des choses positives pour améliorer le monde. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui seraient considérés dans notre camp politique qui, pour moi, passent peu de temps à proposer des améliorations et des solutions. Hein. Je pense que ça manque. Donc pour moi, il faut, en ce moment en tout cas, il faut mettre plus d'énergie et de temps sur proposer des choses positives. Je trouve un moyen de pas répondre à la question. Voilà, comme... Moi, j'essaie de faire une réponse. J'ai trouvé deux moyens de pas répondre à la question. J'ai trouvé 2 moyens de pas répondre à la question. Vas-y, ne réponds pas à la question. Vas-y. Premier moyen de pas répondre à la question, je pense que ça dépend énormément de la personne. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont plus efficaces pour promouvoir leurs idées ou des idées, et il y a d'autres personnes qui sont plus efficaces pour débunker des idées de personnes qui sont contradictoires par rapport à leurs idées. Donc il y a aussi ce truc-là où c'est contextuel vis-à-vis de la personne. Pas faux. Et le deuxième truc, c'est on peut faire les deux en même temps. C'est-à-dire qu'on peut très bien débunk des idées tout en derrière proposant. Et je pense que c'est d'ailleurs plus efficace quand tu débunkes tout plein d'idées nauséabondes de derrière dire et en fait on pourrait faire ça. Donc c'est dommage parce que la personne propose ce truc horrible que je viens de débunker et en fait on pourrait juste faire ça qui est facile et sexy et qui rendrait la vie plus belle. Et je pense que techniquement combiner les deux ça peut être souvent c'est méga puissant en fait. Tu fais toute ta démonstration pour démonter l'idée conservatrice ou réactionnaire fallacieuse en question et puis juste après tu proposes l'avancée positive toi. Ouais, ça c'est très très puissant. Ouais. Ça marche même dans l'autre sens des fois. C'est-à-dire que des fois tu peux par exemple proposer proposer par exemple une réforme. Là on parlait du droit au logement. Et ben tu pourrais juste donner le montant que ça coûte et le comparer avec quelque chose qui a été fait qui est horrible, tu vois, par exemple. Et tu te rends compte que la suppression de l'ISF aurait pu financer ça. L'ISF qui a été supprimé aurait pu financer tel truc que je suis en train de proposer. Et du coup, ça te permet en même temps de critiquer quelque chose qui a été fait sur lequel t'es opposé, tu vois. Ouais. Et moi, je dirais aussi, il faut toujours proposer la solution. Quand vous faites, moi, parfois, je vois des gens qui font des critiques des mauvaises idées, par exemple des critiques par exemple de ce que fait le gouvernement de droite depuis 6 ans qui sont au pouvoir là, qui derrière à la fin en gros imagine un contenu qui en gros se plaint de la situation, qui à la fin ne propose pas de porte de sortie, tu vois, ne propose pas de solution, n'appelle pas les gens à l'action, n'essaye pas de donner de l'espoir aux gens. Et ça, ok, ce genre de contenu, ça peut être bien, mais genre, est-ce qu'on veut pas quand même, à la fin du contenu, donner des portes de sortie? Et malheureusement, on a vu que parfois, ça a donné des influenceurs, influenceuses qui, au fil du temps, en fait, comme ils voient tellement pas les solutions, ils deviennent défaitistes ou convaincus qu'en fait, il faut faire des retours en arrière, et ça peut donner des trucs assez négatifs au final. Hein. Après, je comprends l'attrait de ne proposer aucune solution, parce que du coup, c'est moins clivant. De juste dire que tout va mal, tu clives vraiment personne. Mais malheureusement, là, c'est plus au niveau de l'influenceur, ça va être au niveau des auditeurs. Je pense que les auditeurs ont eux-mêmes un travail à faire, à se demander, mais attends, est-ce que la personne essaie vraiment de m'apporter des solutions, des pistes de réflexion, ou est-ce que la personne essaye de créer un flou et une situation de panique dans laquelle j'aurais envie de suivre son contenu, même si peut-être je suis en complet désaccord avec ce que cette personne veut mettre en place dans la société, puisque je sais pas exactement ce qu'elle veut mettre en place dans la société. Donc je pense que les auditeurs devraient être beaucoup plus
comment ça s'appelle? Critique. Strict. Esprit critique. Ouais. Il devrait être plus strict sur de savoir qu'est-ce qui est proposé derrière. De la clarté, en fait. Ouais, plus exigeant. Et Plus vigilant. de clarté. Les auditeurs devraient demander plus de clarté, plus rigoureux, voilà. Devraient demander plus de clarté Exigeant. sur le contenu. Plus Vigilant. Mais c'est bon. On va dire tous les termes. Mais non. C'est la fin du stream, t'es en train de... Déjà, je suis malade, t'es en train de me détruire le cerveau, à me proposer 6 millions de synonymes. Je crois... Ça va être intéressant d'aller revoir justement là. Je crois que j'ai recommencé ma phrase avec le même mot 4 fois, genre... Plus rigoureux, plus rigoureux. Je crois que je l'ai dit 4 fois. Exigeant, non, c'est pas ça que tu voulais dire. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Allez, les gens. C'était bien, hein, on a fait plein de questions, c'était super. Rendez-nous la semaine prochaine. N'hésitez pas à partager ce petit épisode si vous a plu avec des gens sur lesquels des sujets abordés ici pourraient les intéresser. Mettez des petits likes ou des petits cœurs ou des petites étoiles ou des commentaires, je sais pas. On est sur toutes les plateformes, les gens, donc n'hésitez pas à vous abonner partout, à le proposer. Ça nous fait plaisir, ça permet aux algorithmes de choper le truc. Il y a même une chaîne YouTube pour voir ça. Si vous êtes à l'heure, sachant qu'il n'y a pas d'heure fixe, c'est ce qui est hyper pratique, vous pouvez même le voir en live, ce contenu. Donc merci de suivre ce contenu et de le soutenir. Merci tout le monde. Et rendez-nous la semaine prochaine. Ciao.